Salut à tous, bonsoir et bienvenue voilà, dans ce live consacré au rétro gaming ce soir. On va parler de l'année 2003-2004 où justement voilà, le rétro gaming était vu d'une façon totalement différente. Alors salut aux gens dans le chat qui sont parmi nous bien sûr. Salut à toi Landers, bienvenue, salut Zakaria et salut Sébastien. Alors, on va faire cette émission ce soir avec un article qu'on a retrouvé sur internet qui date de juin 2003. Et c'est hyper intéressant hein, ce qui est raconté dans cet article de presse avec énormément de vérité déjà en 2003. Et ce qui est. On va faire bien sûr des commentaires autour de cet article-là et on va faire également un peu l'étude de ce qui était 2003 au niveau de la collection jeux vidéo. On va pas tout de suite donner nos réponses hein, par rapport à bien sûr ce qu'on pense. Je pense que certains vont être très très surpris de voir la manière dont on collectionnait en 2003 par rapport à aujourd'hui par exemple. Je pense que il y a énormément de collectionneurs aujourd'hui qui sont pas forcément, on va dire, qui devraient pas être fiers de ce qu'ils sont devenus. Voilà, on va rester correct. Salut à toi, Sceptique Flèche. 2003, année magnifique. Salut à tous, soviétiques. Pour répondre à la question, il y a 20 ans, le rétro gaming se résumait à l'émulation sur PC et Xbox. Ta NES, Super Nintendo, PAL, rester chez tes parents, l'achat également de magazines déjà. Alors je peux te dire que c'est pire que tu penses. C'est déjà pire que tu penses. Alors on va pas forcément, je vous dis, hein, donner de réponse tout de suite par rapport à ce qu'on va lire au niveau des articles, parce que ça sera un peu donner les réponses tout de suite, voilà. Mais j'ai lu l'article en entier. On va aller sur la page du site internet que également je peux vous mettre dans, dans le lien du chat, comme ça si en même temps vous avez envie de lire, voilà, vous pourrez bien sûr lire l'article en même temps. Moi ce que je vais faire, je vais bien sûr mettre l'écran, voilà, pour qu'on ait tout de suite en même temps l'article disponible avec nous, hein, bien sûr. Hein. On va aller sur la page du site internet Gros Pixel. Et on nous fait l'éloge du rétro gaming en 2003. Alors c'est un article de juin 2003. Et plusieurs membres ont contribué voilà, à l'élaboration de cet article-là. Et j'ai trouvé assez intéressant et très très pertinent ce qui a été fait durant cette écriture au niveau justement historique de ce qu'on peut retrouver dans le monde du rétro gaming depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire que déjà le là était donné à cette époque précise. Et ce qu'on a aujourd'hui, ce sont les dérives qui ont été entreprises déjà du côté de cette période-là. Alors, est-ce que la valorisation des produits était en œuvre? Est-ce que les gens étaient intéressés par des full sets? Est-ce qu'on retrouvait des dead stock qui apparaissaient de n'importe où? On va répondre à toutes ces questions avec bien sûr l'article présenté. Il y a plus de 20 ans, les gars, qu'est-ce qu'on avait également en plus? On avait bien sûr beaucoup plus de magasins qui nous permettaient d'assouvir notre passion du jeu vidéo tout court, parce que en 2003, si on se rappelle, hein, c'est l'époque PS2. Voilà, c'est l'époque PS2. On a également un peu de Wii. On a également, enfin la Wii, elle va arriver. Il y a la PS3. Toute cette période 2003-2012, on va dire sur 10 ans, allez, c'est une période où on est encore dans ce qu'on peut appeler une génération next-gen
supérieur à ce qui se faisait sur 16 et 32 bits, et c'était pas considéré bien sûr comme du rétro gaming, hein, la PS3 ni la PS2 qui est arrivée, ni la Wii, et on était vraiment, quand on parlait de rétro gaming à l'époque, en 2003, on allait dans les magasins, pourquoi? Pour aller acheter de la PC Engine, pour aller acheter de la Neo Geo, de la Mega Drive, de la Game Boy, de la Super Nintendo. On n'achetait pas de la Dreamcast au niveau du rétro, parce que la Dreamcast était plus ou moins encore en activité au niveau des échanges et puis du marché japonais. Même si en Europe c'était terminé, mais la Dreamcast c'était pas vraiment une console en hype au niveau du rétro gaming, hein. C'était une console qui venait de se terminer en Europe au niveau commercialisation. On n'avait pas forcément très envie de collectionner ou de racheter de la Dreamcast qu'on venait de revendre. C'est ça le truc. On venait de revendre de la Dreamcast, c'était pas pour racheter tout de suite. Alors que la Super NES, les Neo Geo et tout ça, c'était des consoles qui s'étaient arrêtées déjà depuis, on va dire, entre 5 et 10 ans pour certaines. Donc, oui, en effet, on avait ce côté nostalgique qui était là. On peut pas être nostalgique d'une console un an et demi après sa fin de commercialisation. Je pense que voilà, après, sinon, il y a un côté sadomasochiste qui va rentrer en compte. Alors, Septic Flash, tu dis, à cette époque-là, tu n'as jamais eu l'impression de collectionner, t'avais juste, comme aujourd'hui, les jeux avec lesquels tu continues de jouer. Alors, c'était un article qui avait été écrit avec les membres du forum, voilà. Ce dossier pourrait être utile aux nouvel arrivants peu familiers du terme rétro gaming qui est né quelque part aux États-Unis ou en Angleterre. C'est pas un mot français, hein, c'est un mot qui a été pris à la langue anglaise. C'est pas un français qui a inventé le terme rétro gaming. Là où le terme récent du lexique dans le rétro gaming, on a eu des mots qui sont apparus grâce à des youtubeurs, grâce à des influenceurs. Tout ce qui est Roku, l'état German, ça a été inventé par des youtubeurs. C'est pour justement identifier les dérives de ce qu'est devenu le collectionneur ou le simple joueur du passé, voilà. Salut Yordax. Bah écoute, ça va bien. On fait un petit live qui va être, je pense, très très intéressant, les gars, au niveau C. Aussi, nous avons recueilli les témoignages des gros pixeliens qui seront intercalés tout au long de l'article. Nous leur avons également demandé de citer leurs 5 jeux rétro préférés. Alors, des jeux qui sont pré-PS2, hein, plutôt, je pense, voilà, avec des captures d'écran qui serviront d'illustration partant de l'idée que communauté n'est pas forcément synonyme de pensée unique. Et il y a un article qui est vachement bien, qu'ils ont écrit il y a plusieurs années, hein, qui reflète exactement ce qu'est devenu le rétro gaming sur YouTube et les réseaux sociaux. C'est hallucinant. Le côté visionnaire que ces gens avaient, c'est dingue. Salut FK2D. Alors en 2004, t'étais uniquement sur PS2 comme beaucoup, voilà, c'était la console actuelle, tout à fait. Alors, cet article contient des interventions qui reflètent parfois des opinions contradictoires ou sujettes à discussion. Il pourra être remanié si d'autres points de vue intéressants nous parviennent. Alors voilà, les anglo-saxons qui ont inventé le terme rétro gaming, hein, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que quelque part c'est galvaudé le jeu vidéo parce que on n'écoute pas de la rétro musique, on écoute de la musique, quand on écoute les Beatles ou Gainsbourg, on dit pas j'écoute de la rétro musique. C'est un terme voilà qui a été mis dans un secteur has-been, alors que quelque part, il y a un côté péjoratif également dans le côté rétro gaming, c'est-à-dire que tu fais un peu ton vieux roublard qui joue à des anciens jeux qui ne touchent pas aux consoles modernes. Donc c'est vrai que bon, on reviendra pas forcément sur le terme, mais je pense qu'il n'y a pas un côté très très valorisant à la base au niveau créatif de ce terme-là. Alors, une espèce en voie de matérialisation, ça veut dire que par exemple, à cette époque-là, on considère en 2003 qu'en effet, le rétro gaming, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être qui commence à prendre de l'ampleur.
au niveau des joueurs. C'est-à-dire que on se rend compte que on aimait bien, voilà, jouer à Bomberman sur la NES, la PC Engine. On aimait bien jouer à la Game Boy. Et aujourd'hui, enfin, à l'époque, les magasins de jeux vidéo, comme je vous ai mis par exemple Stock Games, Maxi Games et d'autres magasins qui justement mettaient en valeur ces jeux vidéo. Si vous avez connu ces boutiques-là à l'époque, les gars, vous vous souvenez très bien que c'était pas un rayon qui était mis en valeur en premier dans le magasin quand vous rentriez en 2002-2003. Vous alliez chez Trader, vous alliez dans un cash converter. Le terme rétro gaming n'existait pas forcément. Et le jeu vidéo ancien était mis au fond, dans un coin, un petit coin carré où les habits, les trucs de déco, les CD, les films DVD également étaient largement en avant. Également les accessoires de musique étaient largement mis en avant. On a changé de place avec le temps au niveau de la demande des clients et puis les jeux vidéo anciens sont passés devant. Je me souviens très bien avoir vu par exemple dans des cash converters déjà des consoles Super Nintendo qui étaient autour de, allez, 35 francs, 50 francs, personne n'en voulait. On va pas refaire à l'histoire, mais il n'y avait pas de demande forcément. Il y avait des consoles PS1 également, autour de 30 francs, 25 francs, pour ceux qui ont connu. Il y a même des boutiques parisiennes qui en ont vendu, qui en ont accumulé dans les stocks, sans forcément les mettre en valeur non plus. Elles étaient en bas, sous la caisse, empilées, emballées, en loose, comme un tas de carcasses sur Tatooine de vieux vaisseaux de l'Empire. Et quand on sait ce qu'est devenu la valeur d'une Neo Geo ou également d'une PS1 switchée aujourd'hui ou une Dreamcast ou une Saturn une Saturn ou une Dreamcast ça approche les 90 € maintenant fonctionnels avec une manette et tout ça. À l'époque on essayait plus de s'en débarrasser au niveau des magasins. On vous disait tiens je vois que t'as acheté un jeu PS2, bah tu sais à l'époque il existait sur Dreamcast, est-ce que tu veux le porte-clés et la console Dreamcast? Ben, puis personne ne voulait racheter une Dreamcast, ils venaient de la revendre à l'époque, ça intéressait absolument personne. Enfin c'était un peu comme ça, et à l'époque on avait ces magasins, on avait également Maxi Game, on avait des boutiques comme par exemple mince, il y avait oui, il y avait Obi-Wan qui faisait également du rétro, hein, un peu de rétro. Voilà, Maxi Game, le type d'enseigne que c'était. Là, c'est l'enseigne qui avait du côté du boulevard Voltaire, je pense, où il y avait un escalier où on descendait. Faut savoir que Maxi, ça a souvent changé de coin hein, au niveau positionnement sur le quartier, voilà. Alors, Yordax, pas mal de personnes se débarrassaient des Mega Drive et Super NES il y a 20 ans. On t'avait donné une Super NES avec au moins 30 jeux, car sinon ça partait à la benne, c'est ça. Euh, T'as découvert le... Salut Artward, t'as découvert le rétro vers 2002 dans la boutique de DGJX. Ah non. Ah merde alors. Bah c'est bien pour toi, c'est bien pour toi. Une belle boutique qui a fermé au bout de 3 ans avec un bail non renouvelé, faillite totale. On n'avait pas de smartphone non plus. Ouais, bah oui, ça c'est clair. Alors, pour ce qui était les gars du début du terme collectionneur rétro, on est à cette période-là où en effet les consoles 16 et 32 bits c'est terminé. Alors où ces lignes sont écrites, les éditeurs de jeux vidéo et la presse commencent à s'intéresser de près au rétro gaming, lui permettant du même coup de quitter les contrées impersonnelles et gratuites de l'internet. Alors internet à l'époque, bah, tu passes ton temps plus à télécharger, on va dire, des films hein, que du jeu vidéo, et des émulateurs. On télécharge les émulateurs Neo Geo, exactement, comme tu l'as dit, je sais plus qui tu l'as dit juste avant dans le commentaire. Alors, le rétro gaming n'est plus considéré comme une simple tendance nostalgique, il fait partie intégrante des genres que certains acteurs prestigieux du marché considèrent comme porteurs. Ah, c'est ce que je vous ai dit en préambule juste avant.
Il est donc devenu une donnée commerciale, mais avant de vendre du rétro gaming, il s'agit de comprendre exactement de quoi il s'agit. Alors je peux vous dire que même moi, de mon côté, en allant du côté de chez Trader en 2005, Trader a ouvert en 2002, j'y allais en 2005 voir les potes sans forcément acheter. Moi, je travaillais du côté de l'aéroport à Roissy, en fait, et je passais par Paris pour rentrer chez moi. Des fois, j'allais leur dire bonjour, et je regardais curieusement ce qu'ils avaient dans le magasin, tout ça. Et moi, j'allais après chez Lulu Berlu acheter des figurines de catch que j'aimais bien et récupérer des pay-per-view en VHS qu'on enregistrait. Et, euh, et je regardais avec un intérêt justement le fait ils commençaient à racheter des jeux Super Nintendo, PS1, pour les mettre en vitrine devant le magasin, les vitrines, mais qui n'étaient vraiment pas mises en valeur du tout, hein, comme je vous ai dit, mais j'ai senti en 2003, 2004, 2005 bah, que déjà des dirigeants parisiens étaient un peu sur le haut taquet pour récupérer ce genre de console en se disant qu'il y avait sûrement un marché à faire dans le futur. Voilà, on sait aujourd'hui qu'il y a des gens qui se sont pas trompés, il y en a d'autres qui ont pris le train en retard et ils n'ont pas réussi à faire autant de stock que ces magasins-là. Ouais, sujet inattendu. Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, on a tendance à euh, ne parler que de deux, voire trois secteurs dans le jeu vidéo rétro. Les brocanteurs, les gens qui aiment bien faire de l'histoire également, comme Gunhead et d'autres, et du hardware, histoire et hardware, voilà. Et puis vous avez également les collectionneurs. Les collectionneurs qui se disent plus joueurs, voilà, et collectionneurs également. Les brocanteurs, bien sûr, sous-entendu les revendeurs. Les gens qui vous disent je collectionne mais je revends et qui sont essentiellement brocanteurs. Et dans cet article-là, vous allez voir qu'ils définissent exactement déjà les différents thèmes qu'on va avoir. La fréquentation assidue du milieu rétro gaming permet de définir certains courants. Les rétro gamers, s'ils sont tous d'accord sur un point, à savoir leur attirance pour les jeux anciens, ne voient pas forcément tous les choses de la même façon. Voilà. Alors le passéiste, par exemple, il existe des rétro gamers qui se révèlent, même s'ils s'en défendent parfois, incapables de porter un jugement positif sur les jeux récents quand ils ne les ignorent pas carrément. Ils ont en eux la conviction profonde qu'en matière de jeux vidéo, tout était mieux avant. Alors, vous avez souvent entendu ce discours-là chez les vieux qui ont plus de 50 ou 60 ou aujourd'hui qui ont dépassé voilà, parfois 45-50 hein, aisément, hein, dont le fameux AHL qui est, je pense, la figure emblématique de ces passéistes, où le jeu vidéo était mieux avant. On s'amusait, il n'y avait pas de scène cinématique, etc. Et ils n'ont pas envie de retoucher à leur PS4 ni à leur PS5 parce que les jeux sont complètement dénaturés par rapport au fun, à la réflexion, et puis également le côté passif quand vous regardez les scènes cinématiques qu'il ne leur plaît pas. Voilà. Moi j'avais rappelé également dans une émission que le côté scène cinématique, ça me rappelait les temps de chargement qu'on se tapait sur Atari ST, Commodore, Amstrad CPC, et je supporte pas les scènes cinématiques, je déteste ça. J'ai besoin de que ça avance et à limite avance rapide ou zappé. Je trouve ça insupportable, voilà. Euh, alors, il suffit par exemple de jeter un coup d'œil au listing des tests de tous les sites rétro pour s'apercevoir que par le passé les jeux vidéo étaient plus variés. Voilà, quantité, audacieux, créatif, voilà. Les développeurs dont le travail était moins coûteux pour les éditeurs pouvaient se permettre plus de choses sur une gamme de machines plus étendue et ne s'en privaient pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, faire un jeu vidéo, c'est des millions qui sont engagés et des centaines de milliers d'euros pour les plus petits studios. Mais quand Ubisoft ou Naughty Dog fait un jeu, c'est des millions de dollars, hein.
Alors dire que les WonderSwan Crystal se vendaient 25 € sur eBay, le rétro gaming était dans les bacs à soldes de Jiffy à la fois. C'est vrai en plus. C'est vrai. C'était du jeu actuel, même la PS2. Bon. Euh, Alors, par exemple, on a un témoignage de Zulios qui dit: J'aurais du mal à dire ce qui m'attire véritablement dans le rétro gaming, c'est une foule de choses, je crois que j'y suis resté scotché à cause du passage à la 3D. C'est vrai que le passage à la 3D a freiné beaucoup de personnes pour rentrer dans le rétro gaming. Et les délires parfois poussés des créateurs, plus on remonte loin dans le temps, plus la création des jeux était ouverte à tous, et plus on peut trouver des jeux originaux qui seraient inéditables aujourd'hui car pas assez rentables. J'aime bien aussi le côté fait à la maison avec les moyens du bord. Alors c'est vrai que certains studios, sauf Virgin, Disney ou Nintendo, hein, il y avait des plus petits studios, mais je ne crois pas que Capcom, Taito, Jaleco, c'était des petites branches, hein. Faudrait aller chercher les petites branches qui faisaient des jeux à l'époque, hein. Voilà, il y a LVD qui dit pareil, le passage à la 3D pour lui ça a été un souci, ils préféraient. Ça peut être une des raisons du début du rétro, ça. Le rejet de la 3D pour rester sur de la 2D, en effet. La qualité du jeu n'est pas proportionnelle à son âge, je m'éclate toujours autant sur Mario, Double Dragon 2, Zelda 1, même 15 ans après. Ces jeux sont vraiment intemporels, hein, on le sait. Euh, et c'est le cas 22 ans plus tard. Par ailleurs, les jeux vidéo commercialisés couvraient auparavant des genres qui désormais sont relégués dans le domaine public ou semi-public, comme les jeux de société, réflexion, cartes, etc. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Ça, voilà. Je ne vois pas forcément de limite entre rétro gaming et modern gaming, je pense que ça dépend aussi du jeu auquel on joue. Tout ce qui est en 2D pourrait être considéré comme rétro. Alors, on sait, hein, c'est pas exactement la définition, hein. Le rétro gaming, c'est à partir du moment où le produit n'est plus commercialisé, ni distribué, ni fabriqué, hein. Voilà. C'est pas une question de 2D ou 3D, ça n'a aucun rapport. On pourrait ainsi dire que Ikaruga c'est du rétro gaming puisque c'est un shoot à la jouabilité 2D avec un concept old school. Même chose pour le dernier contrat sur PS2 dont la réalisation est moderne alors que le principe de jeu n'a pas changé d'un iota depuis le premier épisode en 86. C'est un run and gun. Bon, Gamerfield, je pense que voilà, il est très très fan du jeu vidéo mais il a du mal à définir un peu ce qu'il fait. Alors Phil, il faut être lucide depuis que quelques compagnies ont décidé de faire dans le jeu vidéo pour des raisons financières, celles-ci ont rapidement pris la place de celles qui en faisaient pour des raisons passionnelles. Aujourd'hui, en 2003, le marché des jeux vidéo est pressé comme un citron, et tant qu'il en restera une goutte à tirer, il n'y a aucune raison que la situation s'améliore. Enfin, il fait un constat, voilà. Euh, Alors, il y a également le retrait de certains acteurs, en effet, dans le marché du jeu vidéo, comme 3DO Electronic Arts pour les consoles, Atari, NEC avec la PC Engine, Philips qui s'est retiré, et Sega qui va se retirer après la Dreamcast aussi. Ça, c'est assez énorme. 2003, c'est une période vraiment. Alors, Sega a continué à faire du jeu vidéo, mais pour ce qui est des consoles, ils ont arrêté. Du regroupement partiel de certains et autres sous la bannière PlayStation. Alors, c'est vrai que la PlayStation, on pourrait l'appeler la Namco PlayStation à la base, parce qu'il y a beaucoup de jeux Namco qui sont sortis au tout début pour le lancement de la Sony PlayStation. Mais si un éditeur avait voulu en fait donner un nom à la PlayStation, je pense que Namco, ils étaient extrêmement bien positionnés. euh, de la mise en veille commerciale de tous les micro-ordinateurs appréciés des joueurs au profit du PC. C'est vrai que les éditeurs ont arrêté également à cette époque-là, donc c'est encore une des causes, ça, pour retourner sur d'anciens éditeurs qui n'ont plus fabriqué de nouveaux systèmes. Voilà. Alors Ikari, pour lui, le rétro gaming n'existe pas, c'est juste que quand un jeu est bon, j'y joue, il est de la dite machine. Je programmais jusqu'en 96 sur le 6128, après quoi l'ordinateur est tombé en panne. De plus, c'est sûr que j'ai découvert tous ces jeux qui ont une âme, des œuvres d'art qui ne ressemblent pas à du cinéma mais bien à un jeu
au concept simple, maniabilité infaillible, au graphisme simple mais optimisé, et aux mélodies toujours inoubliables. C'est vrai qu'on essayait de pousser au maximum les ressources de l'ordinateur pour sortir un jeu potable. Alors là, à l'époque, en 96, euh, il fait déjà en fait du rétro gaming dans l'idée où il joue à l'Amstrad CPC qui quand même est à 10 ans de moins. Donc c'est certain qu'il était largement en avance, notre ami Ikari. Alors, Yordax dit les cinématiques sur micro Atari ou Amiga, ça permettait aux programmeurs de montrer la puissance des machines, un peu comme les démos. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est sûr. Mais à la fin, quand c'est des séquences qui sont issues d'un MP4 ou d'un FMV, tu peux balancer n'importe quel film que tu veux, si tu veux, comme sur le Mega CD. Ça reflète pas ce que peut faire la machine. La PS2, il y avait beaucoup d'escroqueries dans les intros, en fait. Par exemple, au niveau de PES, où ils te balançaient une intro magnifique avec un match de foot en 3D. Après, tu jouais, bon, ça ressemblait pas du tout à l'intro du jeu vidéo, quoi. Alors, Chazumaru, je joue au jeu d'à peu près toutes les époques jusqu'à la première, qui ne fut vraiment, qui me fut vraiment contemporaine, c'est-à-dire ST, Amiga, MSX, console Jap. Les jeux plus vieux que cela, j'avoue n'y jouer que par curiosité. Quand je connais pas un titre, la plupart ont de toute façon été refaits ou repompés sur les machines de sa période, voilà. C'est cela qui me permet, je pense, de relativiser quand je découvre aujourd'hui un jeu Master System et que je dois composer avec ses graphismes ou sa maniabilité d'époque, ouais. Alors Zephy dit la 3D était prometteuse du temps de Doom et System Shock. Hélas, la montée en puissance du PC, la faillite du Commodore et de l'Atari. Le rétro gaming s'arrête donc pour lui aux 16 bits. Alors à l'époque, ils essayaient quand même de définir ce qu'était le rétro gaming, ça n'avait pas trop. Il y en a qui pensaient par rapport au graphisme, d'autres qui pensaient par rapport à la puissance. L'ambiance du milieu n'est plus la même non plus, je ne me sens pas du tout sur la même longueur d'onde que les nouveaux venus. Avant on parlait de rivalité Nintendo Sega, Amiga, Atari, micro-console, mais reste que passer la longue tirade à montrer la supériorité de sa machine pour déstabiliser l'adversaire, on en venait à lui poser plein de questions sur sa ludothèque. Le contact était facile et agréable, il n'y avait pas de notion de gamer, hardcore gamer. Bon, c'est sa vision des choses, c'est pas la vérité forcément. Je pense qu'à chaque fois que quelqu'un s'intéressait au phénomène du rétro gaming, il essayait de donner sa propre définition, ce qui n'était pas chose aisée, hein. Sachant que c'était un phénomène nouveau pour les collectionneurs, hein. Alors Twipol il dit je pense que la première étape qui m'a fait me pencher sur les anciens jeux c'est d'avoir vécu en hardcore gamer l'âge d'or de la PlayStation. Alors à l'époque les gens disaient déjà que l'âge d'or pour eux c'était la PlayStation avec justement cette période où ils ont adoré le jeu vidéo acquis en octobre 95 et qu'ils possèdent toujours. Et on est en 2003, c'est pas si vieux que ça, quoi. Il y a 8 ans environ, voilà, c'est pas si vieux. Et bon, ils se vantent quelque part du fait d'avoir vécu la PlayStation. Bon, je pense que il doit pas être le seul à pouvoir s'en vanter. Alors, j'ai laissé pas mal passer de jeux importants. Je ne devais pas être le seul dans ce cas, Sony ayant apparemment flairé le coude avec sa gamme Platinum qui proposait des anciens hits à environ 150 francs. Et d'un seul coup m'est apparue l'idée que jouer à un ancien jeu n'était pas forcément une perte de temps. En effet, l'habitude de lire la presse spécialisée a tendance à vous faire raisonner qu'en termes de nouveautés. Avec les derniers titres, après il a écrit un pavé, hein, je vous laisserai aller voir. La vieille PlayStation à l'envers qui nous dépannait avec ses sorties RCA quand la platine cédait, de la chaîne rendait l'âme. Alors il fallait quand même des enceintes, donc il fallait quand même la chaîne Hi-Fi pour brancher ta platine CD, ta PlayStation également, il fallait brancher les deux. Et je crois bien que la prochaine fois qu'un bout de pizza tombera dessus, je la laisserai
Et pour tout ça, ça m'exaspère cette tendance hype, genre je suis un puriste, un vrai gamer qui tend à descendre cette machine en flammes parce qu'elle a été populaire et fabriquée par Sony. Alors je me souviens pas qu'à l'époque on voyait la PlayStation comme une console, on va dire, mal aimée par les gamers ou quoi que ce soit, ni par la presse. Alors, il dit également, il existe des sites web américains très importants qui attirent des milliers de visiteurs quotidiennement et font un travail journalistique professionnel, mais sur le net francophone, l'expérience prouve que ce genre de site n'obtient qu'un succès limité, les rétro gamers français étant plus volontiers attirés par la période 85-95. C'est en effet ce problème générationnel qui a 20 ans d'écart, avec le statut et puis la nostalgie qui revient. Le statut financier, la nostalgie qui revient. Alors on va avancer un peu, voilà, il y a le collectionneur. La majeure partie des rétro gamers jouent aux jeux rétro sérieusement, passionnément, et ne se contentent pas d'en parler ou d'y repenser avec plaisir. À l'époque, c'est ce que je vous disais les gars, les gens, en 2003, encore, achetaient des jeux pour y jouer. Et très très rarement, s'ils collectionnaient, le côté étagère et le côté mint ne rentraient absolument pas en compte. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à votre expérience. Néanmoins, on en rencontre qui occupent l'essentiel du temps consacré à leur passion par la fréquentation assidue des brocantes, vide-greniers, marchés aux puces, voire même des boutiques de troc. Les sites de vente aux enchères de particuliers font partie de leur tour d'horizon quotidien sur le web. Et le rétro gaming, en plus d'être une passion, est aussi pour eux un budget à gérer, parfois tant bien que mal, sans parler des problèmes d'encombrement qui peuvent être un sérieux frein. La taille, bien sûr, de votre lieu de vie, voilà. Alors, Atari Frog, il dit sa collectionnite se pratiquant sur un seul système. C'est vrai que il y a un truc qu'il faut mettre en valeur. Je me souviens pas que les gens collectionnaient sur plusieurs systèmes à l'époque. En général, il y avait une console qui les avait marqués et ils essayaient de récupérer la plupart des choses sur un ordi, une console ou également même les DVD. Par exemple, les gens commençaient à également acheter pas mal de DVD qui étaient très démocratisés et beaucoup moins chers qu'au tout début, au lancement. Et les gens commençaient à plus faire des collections de DVD que de jeux vidéo. Mais je me souviens pas que si tu collectionnais la Super Nintendo, tu collectionnais également une Game Boy, une Atari 2600. En général, les gens, ils prenaient un système. Parce que pour eux, c'était pas très valorisant en fait vis-à-vis du conjoint, de la famille, de dire regardez, j'ai une tonne de trucs chez moi rétro. Les gens en général à l'époque ils disaient mais pourquoi tu collectionnes ça il y a un côté vieillot. Et il y avait également le côté pécunier qui rentrait en compte où ces objets qui venaient d'être en fin de vie ne valaient absolument rien par rapport à une PS2 et, euh, et prochainement une PS3 ou une Wii qui allait arriver. Donc c'est comme si, je sais pas moi, vous étiez dans les années 85, 86 et bah, vous collectionnez les jouets en collectionnant par exemple des jouets basés sur des séries animées qui ne passaient plus à la télé. On vous moquait en fait hein, dans les cours d'école, on vous disait pourquoi tu joues avec ce jouet alors que ça passe plus à la télé, c'est nul, c'est pour les bébés, voilà, c'était un peu ça, voilà, pour résumer. Salut Colonel Harry. Euh, le full set. Vous pensez qu'il y en a qui font le full set DVD? Ah, tu sais, ils peuvent faire. Je pense il a dû avoir des gens qui achetaient en effet tous les films qui sortaient dans certains thèmes. Ensuite, je pense qu'ils se sont calmés parce qu'ils ont vu que c'était irréalisable d'acheter tout ce qui sortait. Voilà. Voilà exactement Yordak. Surtout que pour certains, on était un peu ringard de récupérer des vieilleries. Voilà. Alors, au niveau des dépenses rétro gaming, j'ai eu des périodes assez folles. Aujourd'hui, surtout à cause de ma situation financière plus précaire, ça ne dépasse jamais 50 € par mois.
Alors aujourd'hui, avec 50 euros par mois, qu'est-ce que tu as? Tu as une boîte vide Mega Drive d'un jeu japonais. Tu as, tu as le ticket de caisse d'un jeu Neo Geo. Tu as le sac plastique d'un jeu X68000. Avec 50 euros, tu vas pas loin, hein. J'ai tendance à me concentrer un peu plus sur la collection de certains magazines à l'heure actuelle. Voilà. Concernant le matériel Gamerfield, les jeux auxquels je joue, comme je l'ai dit, je n'ai malheureusement pas les moyens de collectionner tout ce que je voudrais. Pour autant, je ne possède tout de même... Ah oui, lui quand même. Mais Gamerfield, on a senti dans le premier commentaire qu'il était chaud déjà, hein. Il avait du mal à définir le rétro, mais je pense qu'il était à fond dedans. Il possédait à l'époque 16 machines en tout, dont 4 récentes et environ 250 jeux originaux, que je garderai toujours et auxquels je joue encore. J'aimerais bien savoir 20 ans plus tard si Gamerfield il a toujours sa collection. Je possède plus de jeux sur émulateur, c'est logique, j'en utilise 5, mais je possède dans les 4000 ROM. Il y a un truc les gars, vous allez rire avec ça, mais à l'époque, posséder un émulateur avec beaucoup de ROM, on aimait bien se la péter. Ah ouais ouais, moi j'ai tous les jeux du monde entier, sur mon PC. Ah ouais, sur ton PC, ah, j'ai toutes les ROM. C'est vrai en plus. Ces rétro gamers collectionneurs ont en commun une fascination pour le jeu rétro en tant qu'objet. Bien sûr, ils jouent aussi, mais même si souvent le nombre de jeux acquis leur rend impossible l'exploration exhaustive de tous. C'est ce qu'on a dit également dans une émission récente, c'est que euh, on ne pense pas que, en effet, si tu as 5000 jeux, tu pourras jouer à tous tes jeux dans ta collection, sachant que le temps va te manquer pour explorer ces titres-là. Mais rien ne leur procure autant de plaisir que de voir la partie de leur domicile qu'ils consacrent à leur passion toujours plus remplie et colorée. Alors on avait quelques photos là malheureusement qu'on peut pas agrandir les gars, c'est dommage. Mais vous voyez le genre de setup qui à l'époque existait. Je vais essayer de regarder de vous agrandir ça. Voilà. Hop, je sais pas si on peut faire un truc. Voilà, ça va pas être non plus extraordinaire au niveau de l'agrandissement. Mais on avait le lecteur DVD VHS, le combo, des jeux Xbox qui étaient en fin de vie, hein, la première Xbox qui était en fin de vie, la GameCube, on a la Dreamcast qui était terminée, on a la Master System. On met pas en valeur forcément, hein. Quand on dit je fais du rétro, je vous l'avais dit, ça reste dans un petit coin personnel, mais on met pas forcément les choses en valeur avec des belles choses pour embellir la collection. Et puis les gens, c'est vrai, ils exposaient, voilà, comme ils pouvaient, type dans un magasin, leur collection, bien sûr, hein. Alors, Landers se dit, avec 50 euros, tu as une notice aujourd'hui. La notice de Donkey Kong 2 sur Super Nintendo. Tu as à peine du NES en loose. Ouais, la NES, ça va. Sur Master System, tu peux avoir pas mal de, tu sais, de jeux complets à 15 euros, tu peux en avoir aussi. Voilà. Mais c'est là que ça va devenir beaucoup plus intéressant, les gars, avec la suite de l'article qu'on va avoir. Euh, alors, il y a Phil qui dit: j'essaie au maximum de jouer sur un support original. Et ça, en effet, le rétro gaming, c'est la qualité première, ça, du rétro, c'est de pouvoir jouer dans les conditions d'époque. Si on les a connus, il y a ce côté nostalgique, affectif qui revient. Car je trouve que c'est de cette façon qu'on en apprécie au mieux un jeu de la manière dont il a été pensé. Avec en effet la latence par rapport à la manette et la cathodique, on sait que le HDMI a complètement détérioré l'expérience de jeu. Le signal vidéo avec la sortie RCA ou Péritel, encore une fois, et puis la sortie stéréo ou mono également sur votre télé. Sachant qu'à l'époque, il n'y a pas de console en Dolby Digital ou je ne sais quoi, hein, faut pas rêver. C'est un système qui n'existait pas. Cela dit, certains titres sont aujourd'hui introuvables de par leur rareté et donc leur prix. Et, et c'est à ce titre que l'émulation est mon salut. Je possède donc beaucoup de consoles et d'ordi, plus ou moins vieux ou rares, et je les alimente autant que je peux
en titres achetés en boutique spécialisée en occasion sur le net, mais toujours dans les limites du raisonnable. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également Soril qui dit: Depuis un peu plus d'un an et demi, je me suis lancé dans ce vieux projet de collection de vieilles bécanes, et petit à petit, ça prend forme et place. Je collectionne en particulier les ordinateurs que j'ai eus et que j'affectionnais avec l'Atari. Voilà, je me suis découvert aussi une passion pour les consoles portables. C'est vrai qu'à l'époque, hein, c'était l'occasion, les gars, de récupérer l'Amiga CD32, de récupérer de la Lynx, de récupérer, comme vous le voyez, Mega CD. Et puis la Saturn, la Game Boy, on voit la collection, voilà, de cette personne-là. Alors, je sais pas si c'est sa façon de présenter les choses finales dans sa collection avec pas forcément un embellissement de la pièce, voilà. C'est une partie du trésor de Jean-Christophe, là, il dit. Ces étalages de consoles, micro-ordinateurs, cartouches, cassettes, disquettes constituent des tableaux fascinants, résumant en un seul vertige toute une partie de l'histoire des jeux vidéo. C'est ça que j'aime bien, moi, c'est le côté historique, où justement tu as ce côté musée dans ta collection qui résume l'histoire du jeu vidéo et l'évolution. Salut Cédric Vidal, salut Matspo. Euh, je cherche la meilleure façon de jouer à la Mega Drive, avec une cathodique et la Mega Drive. Qu'est-ce que... Tiens, n'achète pas une console mini, c'est tout ce que je peux te dire. Alors, on va avancer également dans l'article, et vraiment, je vous dis, hein, ce qui a été écrit après, c'est hallucinant de vérité. Et puis surtout, à l'époque, on est dans les prémices de ce que va devenir le rétro gaming, c'est-à-dire que on a ce petit côté naïf de penser que ça peut aller que dans le bon sens et qu'il y aura des gens bienveillants qui vont nous parler de rétro gaming dans le futur. On n'a pas ce système à l'époque, en 2003, de dead stock. Vous savez, les petits jeux qui apparaissent à droite à gauche, hein, les Schtroumpfs autour du monde, regardez, je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a d'autres titres là. Cette boîte-là. Run Saber, le fameux Run Saber qui apparaît. Il y a des dead stock. Tiens, un dead stock, c'est marrant, le rétro gaming il est en hype. Oh bah tiens, allez, on va refabriquer des reproductions en Italie en faisant des belles boîtes d'origine. On va faire des beaux cartons Super Nintendo pour faire croire aux gens que c'est un jeu legit ou des choses comme ça. Alors je parle pas forcément de Run Saber, mais je parle de tous ces titres qu'on a vu à un moment réapparaître pour assouvir la soif d'achat de tous ces pseudo-collectionneurs qui ont envie de récupérer une partie de l'histoire alors que on va leur vendre des reproductions. Voilà, on peut faire des beaux cartons aujourd'hui, il y a de tout, hein, donc vous inquiétez pas, hein, ça après bien sûr, c'est fait pour les gens qui n'ont pas forcément, on va dire, de regard autre que celui de l'achat et de posséder. Et ces boutiques-là, à l'époque, voilà, que vous avez ici au niveau de la vitrine, par exemple, hein, d'un Maxi Games sur Paris, vous avez ces magasins-là qui commencent à peine à vendre du rétro et qui se rendent compte qu'il y a un engouement assez fort, donc ils commencent à essayer d'amasser à droite à gauche ce qu'ils peuvent dans les vides-greniers, les brocantes, etc. Et ils commencent à s'attirer une clientèle et petit à petit, les étagères au niveau du jeu ancien, qui n'est plus fabriqué ni distribué en neuf, prendre la place dans ces magasins-là. Et petit à petit, vous avez des boutiques qui consacrent une étagère, un étalage entier, un rayon entier, voire un étage entier au rétro gaming. Et c'est un phénomène qui va prendre de court en fait ces gérants de magasins qui sont pas habitués forcément tout de suite à vendre des produits anciens comme un magasin antique, quincaillerie on va dire un peu brocante où il y a des meubles anciens qui sont vendus. Et il va falloir assouvir la soif d'achat de ces nouveaux acheteurs. Et vous avez des boutiques qui, en effet, ont pris le train en marche totalement
sereinement, alors que d'autres ont dû acheter des pièces, comme on aime bien dire, beaucoup plus chères pour approvisionner leurs rayons. Alors, Cédric Vidal, il te faut une Mega Drive européenne, américaine, japonaise. Je te laisserai aller voir Wikipédia. Genre Atlus, c'est bien foutu, n'empêche, ouais. Alors, il y en a plein d'autres, hein. On a le fameux coup, vous savez, de... Comment il s'appelait Gate of Thunder, PC Engine, les jeux Neo Geo CD, en reproduction également. C'est extrêmement connu ce phénomène qu'il y a eu au début de 2008-2010 ou même Rondo of Blood. On a vu ce genre de produit arriver sur le marché. On a eu les Metal Slug là, après autour de 2016, 2014, 2013, voilà, où il y a eu quelques repros qui sont arrivés assez rapidement, de façon industrielle. Parce que c'est ça le drame, c'est qu'à un moment donné, la reproduction, c'est devenu une industrie. Voilà. Alors, on trouve pas forcément ce genre d'entassage dans les magasins avec plein de Super Nintendo, plein de... Parce que le fait que tu montres dans ton magasin que tu as beaucoup de consoles à vendre, ça peut détourner l'acheteur en fait de ce produit parce qu'il se dit oh bah ça part pas, ça intéresse personne sauf moi, donc peut-être que je suis un ringard, donc peut-être que c'est pas un produit que je vais acheter. Mais si tu mets une Super Nintendo ou deux Super Nintendo dans ta vitrine et que tu passes par là en te disant ah tiens pourquoi pas, et que tu vois que en effet il y a des jeux à côté, etc. L'engouement va prendre et quelque part je pense que les magasins ont joué sur le fait qu'ils n'avaient que un ou deux exemplaires de certains jeux, un ou deux exemplaires de certaines consoles, alors qu'ils en avaient des tonnes et des tonnes en réserve. C'est la stratégie marketing des plus grands magasins parisiens actuellement, hein, où ils vous disent ah bah c'est le dernier qui nous reste, tu le veux ou pas? Là, tu sais, dans ta tête, ça fait ni une ni deux, tu veux que tu l'achètes. Hein. On connaît l'histoire, alors qu'ils en ont 25 derrière dans la réserve. Alors Landers, toi honnêtement, ça te dérangeait pas d'acheter une Europro si tu aimes le jeu? Bah oui, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, je vous parle voilà, de ce phénomène d'Europro qui arrive durant cette période. Et c'est un phénomène nouveau en fait pour les collectionneurs. Parce que, enfin pour les fans de rétro gaming surtout, parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de choses. On est encore, vous savez, dans l'honnêteté au niveau de la vente. On se demanderait pas pourquoi, en effet, il y aurait des reproductions sur le marché du rétro gaming, alors que elles vont être de plus en plus nombreuses parce que les magasins ne pourront pas fournir au niveau commercial, bien sûr, des tonnes de jeux Neo Geo très demandés. Ils pourront pas fournir également des jeux PC Engine qui n'existent plus, qui sont seulement disponibles au Japon. Alors bien sûr, vous allez avoir des collectionneurs revendeurs qui vont aller au Japon durant les années début 2003 chercher ces fameux jeux et ils vont vous les ramener sur le marché français dans les boutiques rétro. Et là, vous allez retrouver du côté des magasins en France, voilà, tous ces jeux qui vont arriver petit à petit. Et c'est l'explosion en fait du rétro gaming en 2003-2004, encore plus avec l'arrivée de la fibre et de YouTube après 2008, un peu pour tout le monde. Et également du haut débit, pas forcément la fibre, mais du haut débit pour les réseaux sociaux où les gens vont pouvoir faire des vidéos dédiées aux anciennes consoles et puis quelque part inciter et donner envie aux gens de commencer à collectionner des choses voilà, pour leur gaming room, si on peut appeler ça à l'époque une gaming room, parce que je pense que les gens qui sont dans le côté gaming room, il n'y en a pas forcément. Et puis ce sont des personnes, je pense, qui ont un côté peut-être un peu plus célibataire. Si on regarde d'un point de vue physionomie,
Le portrait d'un rétro gamer en 2003, c'est plus quelqu'un qui est encore chez ses parents, qui a une pièce où il veut garder le côté enfantin dans son environnement. C'est pas forcément quelqu'un qui veut grandir. Quelqu'un qui est en appartement avec sa conjointe en 2003, je, je pense pas sérieusement qu'il est dans le rétro gaming. Il est plus dans la modernité où la famille veut en effet récupérer les consoles modernes avec lecteur DVD ou Blu-ray dans le futur. Mais on ne donne pas la place dans le foyer à des consoles qui ne se vendent plus et dont les jeux sont largement moins beaux pour les enfants de la famille et la conjointe. euh, et mettre de l'argent là-dedans, investir là-dedans. Voilà, je pense que le côté en effet des premiers collectionneurs, c'est avant tout un portrait d'un jeune célibataire qui vit chez ses parents et qui n'a pas d'autre envie que de rester dans son enfance, je pense sincèrement. Parce que 2003, si vous regardez bien, c'est quand même, c'est dans l'histoire au niveau, enfin dans l'historique en fait de la vie d'un individu. Commencer le rétro gaming quand tu as, je sais pas, entre 20 et 30 ans, c'est très très tôt. C'est quand même, voilà, c'est très précoce hein, de s'intéresser au rétro gaming en 2003, à l'âge de 20. En général, tu vis la période actuelle moderne et tu ne regardes pas dans le passé forcément tout de suite, hein. Je pense que le rétro gaming touche largement plus les gens qui ont dépassé la quarantaine par rapport au côté nostalgique. Voilà. Ouais, salut Flay, salut à toi. Alors, Landers, ouais, la stratégie fourbe du commerce, c'est ça, c'est de te faire croire qu'ils n'ont rien en stock. Il y a des boutiques parisiennes comme Trader qui ont été avant-gardistes au niveau du rétro gaming, qui en ont fait très très tôt. Et ils avaient une réserve dans un entrepôt au niveau des vieilles consoles et des vieux jeux, et ils te faisaient croire qu'ils n'avaient pas grand-chose, ils avaient déjà beaucoup de choses. Salut cousin Hubert, content de te retrouver. Euh, ce qui t'a un peu remis dedans, c'est Game One avec Marcus. Je pense que tous, en fait, on a été touchés par les réseaux sociaux et les médias de masse, comme la télévision, où en effet, on a parlé du rétro gaming de façon euh, généraliste hein, et tout à fait naturelle. C'était pas un plaisir secret. C'est un peu ça la clé également. Parce que le côté malheureusement plaisir secret, c'était un peu tabou, on va dire, hein, de dire ouais, j'aime bien les vieilles consoles. Enfin bon, il y avait ce côté moquerie qui allait arriver, bien sûr, hein. Alors on continue les gars dans l'article. Euh, alors il y avait Laiji qui disait comme la plupart des jeux que j'achète sont relativement rares car plus édités, dès que je vois un titre intéressant, je l'achète. Voilà, sûrement quelqu'un qui aujourd'hui qui est très très fan de Back in Toys à mon avis. Je me retrouve donc avec un nombre conséquent de jeux chez moi auxquels je n'ai pas le temps de jouer. On applaudit, on l'applaudit. Aujourd'hui, il n'a plus d'argent, il vit à crédit. Sa femme l'a quitté, ses enfants l'ont renié. Mais je ne suis pas un pur collectionneur. Alors, c'est quand même le déni. Voilà, c'est une personne qui achète un jeu dès qu'il en voit un qu'il ne possède pas, il l'achète. Et il dit qu'il n'est pas un pur collectionneur. Je pense qu'il y a un déni en fait de sa personne. Il refuse d'avouer qu'en effet, c'est un pur collectionneur, amasseur compulsif déjà à l'époque. Ça existait déjà, hein. Et j'achète toujours un jeu dans l'intention d'y jouer, mais juste avant il dit qu'il n'y joue jamais. Et il y a plein de personnes comme ça, il y en a plein malheureusement, voilà. On fait un petit coucou aux collectionneurs Limited Run et Strictly et puis les fans également de jeux Switch hein, qui sortent dans tous les sens et qui ne jouent pas avec et ils vous font une vidéo, ça rentre dans la collection. Voilà, on connaît la fin. Voilà. Alors, malgré le grand nombre de jeux que j'achète, je ne me ruine pas. Encore une fois, un déni, hein, et la personne est à crédit, mais il ne se ruine pas, hein. Il mange des pâtes tous les mois, dont les. D'ailleurs, on fait un coucou à Stick de Geek,
qui nous avait fait des vidéos séries parodiques Je mange des pâtes, voilà, où les gens en effet se ruinent et finissent par se mettre au mal en ne partant plus en vacances et en mangeant des boîtes de conserve pour acheter un jeu Neo Geo Mint. Alors, malgré le grand nombre de jeux, voilà, ils se ruinent pas. Je vais beaucoup dans les cash converters et je paie rarement un jeu plus de 15 euros. Ça dépend de la console, bien sûr. Concernant l'émulation, je n'y joue que pour essayer des jeux avant de l'acheter. Ça, c'était un bon réflexe, ça, en effet. Sauf dans le cas de jeux extrêmement rares auxquels je veux absolument jouer. Alors, il veut jouer à beaucoup de jeux, mais il n'a pas le temps d'y jouer. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas où il est. On fait un petit coucou à Ladji, j'espère qu'il va bien, qu'il est toujours parmi nous. Voilà. Alors, il y a également le cas de l'historien dans le rétro gaming. Il est de plus en plus communément admis que les jeux vidéo ont une histoire. Même dans les milieux les moins initiés, on commence à réaliser que les jeux vidéo constituent bien plus qu'un simple phénomène commercial et vaguement sociologique, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, hein. Moi, j'aimerais beaucoup étudier avec un psychologue, voilà, qu'on pourrait inviter un jour. D'ailleurs, je pense que je dois en connaître un ou deux dans mes contacts. Je vais essayer d'en inviter un jour pour parler de rétro gaming et voir la manière dont il définit en fait les gens qui exercent cette passion. Une culture riche et complexe qui a évolué grâce à une série d'événements déterminants dont les répercussions peuvent être décelées dans toute la production actuelle. Si cette reconnaissance est en marche, c'est au départ grâce aux rétro gamers et à l'internet, un travail incroyable de conservation du patrimoine. Ça, c'est insupportable, ça. Je peux pas entendre ce terme aujourd'hui comme je pouvais pas l'entendre à l'époque. Conservation du patrimoine vidéoludique. C'est la plus grosse escroquerie qu'un commercial peut vous faire en vous parlant de jeux vidéo aujourd'hui et à l'époque. Quelqu'un qui fait une collection rétro gaming ou qui achète de jeux vidéo pour conserver l'histoire du patrimoine, c'est un des plus grands imposteurs du monde. Tu ne fais pas ça pour ça. Il y a soit une raison pécuniaire de revente derrière vis-à-vis de ton côté brocanteur, ou amasseur compulsif dans la possession et également l'exploitation de la naïveté de tes abonnés. C'est la plus grande escroquerie du monde, cette phrase, vouloir conserver le patrimoine vidéoludique. La personne qui achète aujourd'hui des jeux vidéo le fait pour différentes raisons, mais certainement pas pour conserver le patrimoine vidéoludique. À aucun moment il lèguera, et je vous donne un exemple tout simple, demandez à un collectionneur aujourd'hui jeux vidéo ce qu'il fera de sa collection le jour où malheureusement il voudra s'en séparer. Il voudra la revendre pour avoir le meilleur prix possible sur ses jeux. Jamais de la vie, il va léguer ses jeux à un musée ou à la mairie de sa ville ou au centre aéré ou à une médiathèque gratuitement. Jamais de la vie. Conservation du patrimoine, mon cul. Voilà. Alors, les collectionneurs se sont d'abord chargés de réunir tout ce qui reste du passé des jeux vidéo dans sa forme matérielle et logicielle, écumant tout ce que la Terre compte d'endroits où peuvent dormir de vieilles bornes d'arcade aux consoles de jeux. Là-dessus est venu se greffer l'émulation. Des développeurs passionnés se sont mis à la tâche, étudiant ce trésor sous toutes les coutures afin de le faire fonctionner sous forme d'émulateurs et de ROM sur PC. Les ROM en 2003 c'est nouveau, hein, c'est-à-dire que les gens qui ont un PC ne pensent pas forcément à télécharger ces émulateurs, MAME et autres, où on peut jouer à de la Neo Geo, on peut jouer à des jeux d'arcade de façon parfaite, avec ces écrans LCD à l'époque sur PC, où il y a beaucoup moins de latence que nos écrans qui sont arrivés par la suite, où il y avait des sorties HDMI qui ont un peu tout niqué également. Mais c'était une autre époque. Voilà. On était beaucoup plus tolérant par rapport en effet à l'émulation. On se posait pas la question de savoir si la manette réagissait bien, etc., etc. C'était un plaisir, comment dire, avec beaucoup de tolérance au niveau du jeu vidéo, l'émulation en 2003. Voilà.
Alors salut Panichrome, c'est clair que l'excuse de la conservation, c'est une escroquerie totale. C'est le discours d'un commercial, ça. Et voilà. Merci Flash, c'est quoi le game génie? Cédric Vidal, tu me fais rire. Euh, Alors, salut Punisher. Un psychologue pour cousin qui achète plein de trucs juste pour les mettre sur une étagère, on est en plein dedans. Il est là, l'étagère man en puissance ou vouloir être méchant. Ouais, mais la définition propre au tout début du collectionneur, comment dire, qui amasse sans réfléchir, c'était ça en effet, le côté étagère. C'est une personne qui n'a pas forcément de goût, qui achète tout. On est dans l'objectif d'un full set de l'achat compulsif. Pas forcément sur un système, mais tout ce qu'on aime par rapport à un thème, comme le rétro gaming, comme le Japon. Il y a ce côté dans la définition de l'étagère man, oui, il y a ça en effet. Voilà, c'est pas forcément péjoratif, mais on est plus dans le ridicule et le côté parodique du collectionneur. Je vois ça comme ça en effet, ouais. Mais ça reste amusant. Voilà. La préservation du patrimoine mort de rire, c'est n'importe quoi, je pense. Mais les gros titres et les titres français préservés, tu dis oui. Alors, est-ce que tu serais prêt à préserver les titres d'infogrammes pour l'histoire du jeu vidéo et les céder à des générations futures, comme les Schtroumpfs ou Tintin au Tibet? Voilà. On peut également proposer ces titres-là dans les camps de concentration à Guantanamo ou également en Afghanistan pour torturer les prisonniers, les faire jouer à Tintin au Tibet. Pourquoi pas? Peut-être qu'à la fin ils vont avouer certains délits. Voilà. À l'arrivée de l'émulation, t'as fait direct les Metal Slug et Colonel Harry, t'es comme moi. Tu sais ce que j'ai fait la première fois que les émulateurs sont arrivés? J'ai mis la Neo Geo. On était en 2003. J'ai mis la Neo Geo. Même, on était, tu sais quoi? L'émulateur même, j'y ai joué en 2002 chez un pote qui était très. Il avait déjà des PC en avance par rapport à nous. Et j'ai mis en effet les Metal Slug, j'ai mis plein de jeux Neo Geo pour voir des jeux auxquels je n'avais jamais joué. C'est la première chose que j'ai faite. Ça m'intéressait pas de mettre de la Mega Drive ou de la Super Nintendo. Alors, alors, il y a également le pseudo Petite Vieille qui avait dit son entrée dans le rétro gaming s'est faite au début de l'ère 32 bits pour une raison toute simple, l'argent. Il découvrait avec bonheur que le prix des jeux NEC diminuait pour cause de vieillissement, considérant comme beaucoup de camarades ici qu'un bon jeu est éternellement bon. C'est ça. Un jeu qui était très bon comme Mario Bros autour de 85 sera toujours bon également aujourd'hui. Graphiquement, c'est une autre histoire, mais c'était les technologies d'époque, voilà. La génération 32 bits allait attendre un peu, j'entrais alors dans une phase de compensation de la frustration passée pendant la durée de vie commerciale des... Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans le rétro gaming pour une raison en effet, l'argent. À l'époque des consoles 32 bits et d'où la Dreamcast, quand tu voulais parfois un jeu, il fallait en effet sortir le billet à plus de 300 francs, 350 francs encore une fois, et les gens qui étaient très jeunes, pas forcément dans la vie active, se sont tournés vers les émulateurs pour faire du rétro gaming. Parce que nous aujourd'hui, quand on dit je suis collectionneur rétro gaming, on pense tout de suite à l'étagère, les jeux physiques, etc. Mais à l'époque, les gens faisaient du rétro gaming avec les émulateurs essentiellement. Essentiellement du rétro gaming sur MAME et autres émulateurs Mega Drive, Super NES, etc. Les gens ne pensaient pas premièrement à acheter le support physique. C'est là où ça va évoluer en effet. Retrouver les origines primaires du jeu quand l'imagination jouait un rôle bien plus important qu'aujourd'hui, ou dénicher les jeux qui ont contribué à l'avancée des concepts, que ce soit au niveau de la technologie et du gameplay. Dans son cas, Atari Frog, il dit euh, c'est un peu une quête archéologique. En voulant être plus terre à terre, il y a également le plaisir de pouvoir enfin voir à quoi ressemblaient certains jeux que l'on désirait à l'époque. C'est exactement ça. C'est le premier. Alors aujourd'hui,
Aujourd'hui, en effet, avec tous les émulateurs, les chaînes YouTube, tu vois les jeux, tu sais à quoi ils ressemblent, mais à l'époque, si t'avais pas un ami qui avait une Neo Geo ou une PC Engine ou également une 3DO, bah, mis à part une photo dans un magazine, il n'y avait pas forcément d'autres médias pour tester le jeu que les émulateurs et également le voir tourner, quoi, tout simplement. C'était beaucoup plus compliqué. Alors Phil, il dit, le fameux Phil, alors je sais pas si c'est Gamer Phil ou le même Phil, je sais pas. Il dit, je n'ai jamais réussi à savoir si mon goût pour le rétro gaming provenait de la nostalgie de mes jeunes années dont je voudrais retrouver le bonheur et l'insouciance, ou relève d'une pathologie répandue, mais dont j'ignore le nom qui pousse un adulte à réaliser les rêves et les fantasmes de son enfance. De mon temps, les jeux vidéo n'étaient pas répandus, leurs fans se réunissaient par deux vers eux, et c'était une passion extrêmement frustrante. Attendre pendant 1 heure d'avoir accès à un seul ordinateur d'une boutique pour enfin se ruer dessus 5 minutes, taper quelques lignes de code avant de se faire jeter dehors. Aïe, aïe, ah, ça me rappelle l'époque Conforama et puis les magasins là. Où t'avais un ordinateur où le vendeur avait laissé l'ordinateur allumé en, en activité, pas en mode démo, et tu pouvais essayer de rentrer dans le menu basique et taper des lignes de code. L'Amstrad CPC et tout ça, on essayait de taper des trucs pour voir si ça allait marcher. Bon, ça marchait jamais, hein. Là, c'est exceptionnel cette anecdote. Ouais. Euh, alors, Nitro FC, salut à toi, tu dis, toi aussi, dès que tu as eu ton PC, tu as mis Neo Rage X, ouais, voilà. Dédé le bon, pareil, voilà. Avec le modem 56K, tu pouvais déjà télécharger des petites ROM, hein, tranquille, hein. La bibliothèque François Mitterrand est là pour préserver le patrimoine. Ouais, tu en connais un rayon, tu y travailles, Punisher. Tu sais que la bibliothèque François Mitterrand, moi, quand elle s'est construite, je venais d'arriver à la fac, elle était là, et on pouvait pas y avoir accès. Fallait être membre, avoir une carte, tout ça, donc on n'y allait jamais. Mais on passait par là avec le métro, ouais. Il y avait même un émulateur Neo Geo sur Dreamcast, ouais, exactement. Même, voilà, c'est ça, c'est ça. Ben, tu viens de dire, hein, c'est ce que je voulais dire. Je sais pas pourquoi je voulais répéter ce que tu as dit. Collectionneur maladif, Nitro FC, bon, j'avoue ne pas avoir changé depuis, même si j'ai la Neo Geo en vrai maintenant, voilà. T'as même sur le smartphone, ah ouais, carrément, ah, c'est chaud quand même, hein. Ces sites rétro sont apparus aux quatre coins du monde, en Espagne, au Portugal, en Italie, en russe, en japonais, puis assez tardivement en français, certains pays ayant réservé un accueil bien plus favorable que les USA à tel ou tel micro-ordinateur. C'est vrai que l'information à l'époque, hein, elle n'est pas partout, hein. Moi, je vous dis un exemple tout simple, et je pense qu'il y en a plein qui sont d'accord avec moi, qui ont connu cette période. Pendant des années et des années, on était sûr et certain que Axelay, il y avait le mode 7 dedans. On l'a su grâce à Internet très tardivement. C'est des exemples en fait d'informations qui n'ont pas circulé tant que les médias et la presse et justement les fans de rétro, enfin les fans de rétro n'ont pas écrit des articles pour divulguer au monde entier. C'était très compliqué d'avoir des informations précises, même sur le hardware. Je vous parle même pas des PCB. À l'époque, une PCB, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, nous on dit une cartouche, une cassette, on l'a jamais ouverte. Voilà, les gens qui ont ouvert des cartouches pour la première fois avaient les outils, premièrement, mais ça arrivait très tardivement. On n'ouvrait pas les cartouches quand on achetait des jeux vidéo rétro dans les magasins. On les nettoyait même pas. Pour nous, l'histoire de l'obsolescence, l'histoire des jeux qui marchaient pas, ça n'existait pas. En 2003, tous les jeux marchaient, sauf s'il avait été écrasé par un camion ou rayé en fait en marchant dessus, voilà, sur des graviers, le CD. Mais tous les jeux marchaient, toutes les consoles marchaient, il n'y avait pas ce problème de câble, de connectique, de son, etc., etc. Tu achetais une Mega Drive, une PC Engine en 2003, elle marchait très bien encore. 20 ans plus tard, c'est une autre histoire. Voilà.
Alors, ce foisonnement a permis aux rétro gamers de prendre conscience de la quantité considérable de savoir qu'ils avaient accumulé au cours des années. Voilà, la, la diversité au niveau des informations d'Internet, c'est un point qui a aidé également et qui a donné envie à des gens passionnés d'informatique de s'intéresser également aux consoles parce qu'ils se sont rendus compte que oui, dans le monde entier, bah, différentes versions de la PC Engine sont sorties, de la Super Nintendo, de la Neo Geo, et des jeux également. Je suis pas certain également, vous voyez par exemple que beaucoup de gens, dont les brocanteurs, hein, qui ont encore du mal en 2021 ou 2024 à faire la différence entre AES et MVS, c'est quoi MVS, c'est quoi AES. Je suis pas certain également qu'en 2003, les gens savaient par exemple que des jeux Neo Geo existaient en version japonaise ou américaine, avec également la console qui, euh, qui lisait le jeu dans son BIOS d'origine. Je suis pas certain que ces informations étaient très claires pour la plupart des acheteurs rétro à l'époque, qui n'avaient pas connu la Neo Geo par exemple, hein, voilà. Par contre, on sortait d'une période où le 60 Hz existait encore. Euh, que ça soit, que ça soit sur PS2 où on a encore ce format 60 Hz qui est demandé parfois sur certains titres, ou qui n'existe pas carrément, pour certains jeux PAL, mais sur Dreamcast, on a commencé à démocratiser la conversion du 50 et du 60 Hz. Mais juste avant, sur PS1, on sort d'une période où, en effet, on a tous ces câbles RGB pour les couleurs avec les jeux 60 Hz NTSC. On sait exactement ce qu'est le 50 et le 60 Hz. On maîtrise ça. Par contre, maîtriser les différentes régions au niveau des jeux et des consoles, c'est une autre histoire, voilà. Alors Zephy disait, ce qui m'attire dans le rétro gaming est bien entendu une part de nostalgie, quoique ce ne soit pas le terme exact. Disons que je suis quelqu'un qui reste très attaché à ce qui se fait aujourd'hui. Euh, Ah voilà, non, pardon, excusez-moi. À ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, voilà. Je ne fais jamais d'activité à la légère juste pour voir, je sais de suite ce qui me va et participe à mon développement. Alors lui, il s'est développé grâce aux jeux vidéo. Bon, tant mieux à lui, hein. Alors Phil ne lit que très peu de critiques dans le sens test de jeu à leur sortie, et quand j'en lis, je n'en tiens jamais compte. On est en 2003 dans la période corruption 100%, hein. Voilà, tout ce qui est Joypad et autres magazines, c'est une catastrophe, hein. Voilà. La presse jeux vidéo ne vit que par la publicité. Jeuxvideo.com, et c'est la même chose. Les grands éditeurs, c'est du 19, 18 sur 20, 90%, on connaît. Ça n'a plus aucun intérêt. L'époque de Player One indépendant au tout début, ou Tilt, c'est fini depuis des années, hein. Alors, le rétro gamer historien est en général fier de sa passion et hésite de moins en moins à en parler autour de lui. Ouais, je sais pas. Moi, j'aime bien le côté historique du jeu vidéo. Et j'aime bien justement partager ça plus que le prix auquel j'ai acheté un jeu. Voilà, j'en ai un peu rien à faire de l'autre, mais bon. Tout le monde connaît au moins de nom les grands classiques du jeu vidéo, ce qui lui donne l'occasion d'étonner son entourage en expliquant comment ces titres indémodables continuent d'influencer la production vidéoludique actuelle. Alors, est-ce que à l'époque, en 2003, vous épatiez comment dire, vos convives en parlant de l'histoire de certains jeux vidéo comme Shadow of the Beast, Doom? Ça intéressait les gens ou pas? Moi, je crois que ça intéressait personne, hein. Voilà. Alors le jeune, et c'est là que ça devient intéressant. Ça devient très intéressant, les gars. Parce que cette partie-là et la page 3, c'est un coup de massue pour les rétro gamers d'aujourd'hui, les gars. Vous allez voir. Alors Flay, dis-moi Flay, alors je ne possède pas de Mega Drive, je privilégie le matos d'origine avec une bonne cathode Trinitron. Bah non, pourquoi? C'est exactement ce que moi, c'est ça que j'aime bien. Le côté histoire de la technique aussi, c'est un truc que j'apprécie.
C'est intéressant parce que une fois que tu as joué et que tu as acheté le produit, c'est en effet c'est bien de savoir comment, pourquoi, où il a été créé. En effet, c'est très intéressant. Voilà. Alors, le jeune rétro gamer en 2003, c'est quoi? Rétro gamin. Alors, Phil, il dit, je n'ai pas toujours été fan de jeux anciens, il y a une bonne raison à cela. J'ai eu la chance de découvrir les jeux vidéo à l'époque où ils n'existaient pas encore. J'ai eu une console Pong à l'âge de 8-9 ans, en 77, que mes parents ont avantagement remplacé ensuite pardon, par une Atari VCS, puis un ZX 81 et un C64. C'est marrant parce qu'il a presque, il a 10 ans de plus que moi, hein. Maintenant, Phil, il doit avoir pas loin de, ouais, je pense qu'il a pas loin de 60 Phil maintenant. Si on fait le calcul, il a dû naître en 67. Faites le calcul, ouais. À l'opposé des vieux de la vieille comme Phil ou l'auteur de l'article que vous lisez actuellement, il existe des joueurs qui pratiquent assidûment des jeux sortis bien avant qu'ils aient pu être en âge d'y jouer. L'acuité de leur analyse des titres en question est souvent étonnante car dénuée de toute nostalgie. D'ailleurs, notre site, bien que tenu essentiellement par des trentenaires ou approchant, compte quelques articles écrits par des gens âgés de moins de 16 ans. Ils jouent avec un grand sérieux à des jeux dont ils évaluent la qualité avec objectivité puisque, contrairement aux vieux de la vieille, ils n'idéalisent pas le passé. Alors, je sais que de mon côté, en 2004, c'est une période où moi j'ai autour de 27 ans. Et c'est une période en 2004 où je rachète une PS2 et une Xbox première du nom. La première Xbox avec le disque dur et tous les émulateurs, etc. Je rachète la première Xbox, enfin j'achète la première Xbox d'occasion. Je l'achète chez Replay à Jussieu en face de chez Stock Games et j'achète ma PS2 d'occasion. J'achète une PS2 pucée du côté de Paris sur je sais plus où d'ailleurs, je l'achète celle-là. Et la puce, je la fais mettre à République, je me souviens très bien, mais ça faisait presque 2 ans que j'avais arrêté de jouer aux jeux vidéo. Parce que la PS2, en fait, à la sortie, euh, je vous avais raconté l'histoire, je ne l'avais pas gardée longtemps. Elle m'avait dégoûté du jeu vidéo, la PS2. J'avais trouvé les jeux vraiment très mauvais par rapport à ce que la PS1 m'avait procuré des années avant. Et j'avais décidé d'arrêter de jouer aux jeux vidéo. Seulement en 2 ans, bah, la PS2, il y a eu de très bons jeux qui sont sortis, comme Medal of Honor, le débarquement, Gran Turismo et tous ces jeux-là. Donc voilà, ça m'a réconcilié. Mais je peux comprendre que des gens à l'époque, âgés de moins de 16 ans, commençaient à idéaliser une période qu'ils n'ont pas connue. Parce qu'elle n'était pas si loin que ça d'eux finalement, hein. Voilà. Alors, Nilok Nomis, il dit je ne suis pas franchement un vieux gamer, quoique pour mon cas, il faudrait plutôt dire amateur de jeux vidéo, car avec mes 21 printemps, je n'ai pas vraiment connu tout. Durant les années 80. Cependant, il faut bien le dire, je joue comme un vieux, j'ai découvert les jeux vidéo à la fin des 80s chez mes grands-parents en jouant sur les vieux vidéopacks Philips et les machines Pong de chez Seb qui appartenaient en plus à mon jeune oncle. Ça, c'est marrant parce que la Vidéopack, moi, c'est une console que j'ai connue très très jeune après les consoles Pong. J'ai jamais voulu en racheter une parce que c'était très limité graphiquement par rapport à une Master System qu'on a eu après. Mais une Vidéopack, j'en ai acheté une aux Pays-Bas il y a l'année dernière, durant l'été dernier. Pour 70 euros, j'ai une Vidéopack avec 13 ou 14 jeux. Et bah, c'est exactement comme dans mes souvenirs, mais en effet, c'est pas une console sur laquelle je reviendrai souvent. Mais il y a ce côté historique où je me dis qu'il y avait des jeux qui étaient assez amusants. Voilà, et puis c'est l'évolution du jeu vidéo, voilà. Mais j'aurais jamais mis 500 euros pour acheter une vidéo pack, voilà. On est d'accord. Alors Nitro FC, non, on passait pour des gros gamins avec nos jeux à l'époque, ouais, je suis totalement d'accord. Euh,
Ah non, visiblement, je n'ai pas aimé le jeu de feu d'artifice à la sortie de la Fantavision, là, ou je sais pas quoi, là. Ah non, 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 mais c'est bon. La PS2, quand elle sort, déjà, tu sais, je prends le jeu de foot International Superstar Soccer. Ce n'est pas le premier PES, c'est le ISS 64 qui est porté sur la PS2. Et il y a également SSX et Maiden. Voilà, c'est les trois jeux que j'ai. Il y en a peut-être un quatrième que je vais avoir, mais c'est un gros flop. Hein. Voilà, pour moi c'est un gros flop la console. Voilà, donc alors est-ce qu'on a d'autres Alors il y a SN Cap qui dit qu'il a 16 ans et demi à l'époque en 2003. Il dit: je joue à des jeux rétro pour plusieurs raisons. D'abord, en général, ils sont gratuits. Alors, il joue encore sur émulateur, les gars. Le rétro gaming, faut bien comprendre ça. En 2003, c'est les émulateurs en premier. Le côté achat, produit physique, ça rentre en compte beaucoup plus tard avec, en effet, avoir joué sur l'émulateur et se dire que ça serait bien d'avoir le jeu en physique plus tard. Il faut aussi dire que le gameplay des jeux d'antan était bien souvent ce qui faisait la différence entre les différents titres. Ainsi, se refaire une partie ne serait-ce que de Bank Panic procure un plaisir simple avec le petit gun, également même sur la Master System, la NES, Duck Hunt. Les jeux de shoot étaient vraiment sympa et pas mal. Time Crisis sur PS1, tout ça. De plus, les jeux actuels sont beaucoup trop faciles, n'incitent pas à recommencer partie sur partie. C'est vrai, combien de jeux PS2, les gars, vous avez refait après les avoir terminés? C'est vrai ce qu'il dit, hein. Il y avait trop de scènes cinématiques, on s'ennuyait, et c'était pas très très intéressant, hein. C'est vrai ce qu'il dit, ouais. On est loin de Alex Kidd in Miracle World, un petit jeu 2D, difficulté savamment dosée, pour toute la famille où l'on apprend en échouant à recommencer. C'était du fun. Arriver au bout était un vrai challenge. Voilà. Un pro de Tekken ne risque-t-il pas de se faire allumer par un petit bleu qui prend Eddie et martèle le X et le rond plusieurs fois pour faire des toupies là, oui, à l'envers, comme la capoeira là. Il n'y a donc aucun intérêt de réviser ces combos durant des heures si c'est pour se faire latter par le premier venu. On avait cette réflexion sur Street Fighter, on a vu que c'était pas la vérité, hein. Tu peux pas battre un joueur professionnel en appuyant sur tous les boutons, c'est pas possible. Il est difficile de dire ce qui est le mieux des jeux rétro ou actuels, ils sont complémentaires, certains types de jeux passent mieux en 2D, baston plateforme, tandis que d'autres semblent être mieux présentés de nos jours. Il y a la licence des King of Fighters, des Fatal Fury, des Street Fighter qui sont restés en 2D pendant des années, où on a mêlé des décors en 3D derrière, comme les Street Fighter Zero, ou puis, enfin, semi 3D on va dire. Mais en général, le Soul Calibur, c'est un exploit rare qui a mélangé en effet la 2D et la 3D, comme Tekken. Mais en général, ça a mené à des échecs. Voilà, le Virtua Fighter, c'était un essai technologique qui était très intéressant, mais qui a été dépassé par Tekken avec les années. Il y a fort à parier que leur capacité à saisir qu'un jeu ne doit pas être évalué selon des critères uniquement technologiques soit le digne d'une maturité peu ou pro supérieure à la moyenne, dans la mesure où toutes sortes de sources d'informations, médias, marketing, leur martèlent à longueur de temps le contraire. C'est vrai qu'on avait tendance à vous dire c'est nouveau donc c'est mieux, ce qui était faux. C'est pour ça que beaucoup de gens sont retournés aux anciens jeux vidéo. Euh, et c'est pour ça également que beaucoup de gens ne supportent pas les nouveaux influenceurs que l'on se tape sur internet, qui vous disent que voilà, des shoot'em up qui sortent en 2024 sont les meilleurs jeux jamais sortis sur la NES, sur la Mega Drive, les beat'em all, on n'en parle même pas, c'est pareil. La personne qui battra un Street of Rage ou un Double Dragon NES qui sort un beat'em up aujourd'hui, voilà, je pense que il y a du travail, il y a beaucoup de travail et c'est pas parce que c'est nouveau, que ça vient de sortir, que ça soit en produit neuf, remasterisé sur la Switch ou en homebrew, que c'est meilleur.
Je pense qu'également le gameplay d'un Golden Axe qu'on peut voir à l'image derrière, il a été tellement peaufiné par les programmeurs à l'époque que ce sont des jeux qui ont été créés pour faire plaisir et amuser des générations entières de personnes dans le futur. C'est toute la différence avec des jeux qui sont remasterisés pour faire plaisir à simplement des nouveaux joueurs et leur dire que peut-être dans le passé il y avait des choses différentes, avec un gameplay différent. Mais voilà, ce côté de dire c'est nouveau, c'est mieux, dans le jeu moderne, PS2, PS3, PS4, PS5, on l'a vu pendant des années. On nous a martelé sur des Red Dead Redemption 2 et d'autres titres que c'était des jeux exceptionnels. C'est pas la vérité. Tout est subjectif, bien sûr. Mais voilà. Et les journalistes sont payés comme les commerciaux pour vous vendre un produit. Ce qui est le cas des influenceurs rétro gaming aujourd'hui. Alors Panic Room, tu dis c'était bien de collectionner des jeux à l'époque où tout le monde s'en foutait. T'avais du choix en brocante et on découvrait des jeux pour pas cher. C'est ça. T'as extrêmement bien résumé la situation de 2003. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Et ça, c'est dommage que ça se soit perdu. C'est que on n'est plus en fait dans la découverte. Aujourd'hui, tu veux accéder au support d'origine, il faut mettre le prix. Et c'est un autre problème qui va rentrer en compte avec la dernière page voilà, de l'article. On commence à parler d'un phénomène, les gars. Regardez. Le titre est évocateur, le profiteur. Et ça, le profiteur, il a bien compris que ce marché-là va prendre de l'ampleur dans le futur. Ce n'est pas quelqu'un qui est passionné par le produit, c'est une personne qui veut avant tout faire de l'argent avec cette nostalgie, avec également la valorisation d'un produit qu'il possède et qu'il ne veut plus, qu'il veut revendre. Et à l'époque, on plaçait déjà ce genre de profiteur en avant-première dans les cours d'école au niveau des discussions sur les forums, mais également des magasins et des brocantes et des vides-greniers, où déjà, on avait quelques personnes qui étaient prêtes à racheter des lots pour 5 euros, 10 euros. Ah vas-y, moi je te prends tous tes jeux Saturn, tu me le fais à 10 balles, c'est bon. Et ces gens-là, derrière, savaient que le marché sur des boutiques indépendantes ou leurs magasins même, à eux, personnels, ils allaient revendre chaque produit qu'ils avaient racheté à la mamie, à la famille qui voulait se débarrasser d'une Game Boy ou d'une Game Boy Advance, enfin pas la Game Boy Advance parce qu'en 2003 elle vient d'arriver, hein, on va se calmer, mais, par exemple des vieilles consoles Game Gear ou d'autres consoles, ils allaient les revendre 3-4 fois plus cher. Même si c'était 40 francs ou 50 francs, ils allaient déjà revendre voilà, 5 à 10 fois le produit qu'ils avaient payé pour un lot à 5 francs ou 15 balles dans une brocante. Le profiteur également à l'époque, c'est une personne qui se fait des petites annonces au niveau des marchés privés. Vous avez connu ça, ce marché de petites annonces sur des forums où on vend au black, hein, voilà, sans déclarer des petits trucs pour des petites sommes. Et tout ce phénomène, entre 2003 et 2024, s'est amplifié à un point où aujourd'hui, vous avez des youtubeurs qui en font leur beurre de profiter de la naïveté et de cette hype du rétro gaming en 2024-2025. Ce n'est pas né en 2024-2025, mais simplement toutes les dérives justement de ces reventes de ces produits a créé un marché sur différents médias comme les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, vous avez des youtubeurs qui se disent passionnés de jeux vidéo qui ne font que de la revente. On les voit en effet avec leur chaîne où ils sont en train de vous dire on a fait des belles trouvailles, on montre les jeux, plein écran. Ces jeux-là, vous les retrouvez sur leur page eBay, vous les retrouvez dans les conventions où ils vendent leurs produits à visage découvert, bien sûr. Et même, vous retrouvez également des youtubeurs aujourd'hui qui vous font la promotion via des codes promo et via des éditeurs très connus
de jeux qu'ils vont vendre sur leur chaîne. Ces gens-là ne jouent jamais. Ce sont un peu les 10 passionnés en fait de jeux vidéo qui conservent le patrimoine en se procurant des jeux également chez leurs abonnés et en les revendant. Voilà, ils aiment bien dire ah tiens aujourd'hui on va déballer un carton de 20 kilos comment offert, on va déballer une boîte mystère. Et tous ces gens-là sont issus de cette génération qui a grandi avec la revente, le commerce et le côté profit du rétro gaming. Ces gens-là n'ont jamais commencé le rétro gaming pour jouer à un jeu vidéo. Ils ont commencé le rétro gaming pour en faire de l'argent. Ils ont fait des études également en point de vue commercial, des études supérieures pour devenir justement commercial professionnel sur YouTube et d'autres médias. Certains ont ouvert des boutiques également avec le temps. Voilà. Alors, Colonel Harry, tu dis en 2004, j'ai encore des consoles branchées, mais je n'y joue quasiment plus. Juste Mario Kart PES avec les copains. Bah, c'est très bien. Je regrette de ne pas avoir pris la Mega SG, juste Analog Duo. Alors, regardez ce que disait la personne à l'époque. Il ne s'agit pas vraiment ici de parler d'un style de rétro gamer, puisque les gens dont il va être ici question ne méritent pas qu'on les considère ainsi. Alors, on ne considérait pas quelqu'un qui était rétro gamer à l'époque, dans les termes, la définition, joueur rétro, par quelqu'un qui faisait de la revente à l'époque. Étant surtout attirés par le profit qu'ils peuvent tirer de cette activité. Et c'est là qu'il faut bien faire la différence entre les gens qui font une activité continue au niveau de la promotion de produits, le test de nouveaux jeux également sur leur chaîne et qui ne jouent pas en fait, qui vous montrent simplement un objet. Ces gens-là sont là pour vous vendre un produit, ce sont des commerciaux. Voilà. Le rétro gaming faisant de plus en plus d'adeptes, il n'est pas étonnant que d'aucuns y aient vu une nouvelle poule aux œufs d'or. Un marché juteux car échappant à toute réglementation, c'est-à-dire que on l'a vu durant les dernières années, nous de notre côté, des magasins ont spéculé également sur la valeur d'un produit en disant je suis le seul à l'avoir donc on va le mettre à 1500 euros. Des brocanteurs également difficilement connaisseurs d'un produit, de l'histoire d'un produit, ont mis des prix plus ou moins corrects sur ce qu'ils vendaient, ce qui a entamé des dérives. Un jour, on a eu également des personnages du monde, du commerce, qui sont arrivés pour faire des bouquins sur l'Argus du rétro gaming, que vous connaissez tous, où justement on a essayé d'établir une charte au niveau des prix du jeu vidéo pour maîtriser le marché et également arrêter les dérives que les brocanteurs et d'autres spéculateurs voulaient mettre dans ce secteur du jeu vidéo rétro sur les sites privés et également les brocantes ou les conventions. On a essayé d'établir un Argus qui existait au niveau des magasins Score Games et autres caches qui reprenaient les jeux, Micromania, etc. Ils avaient un bouquin d'Argus pour le rétro parce qu'à un moment donné, ils ne savaient pas exactement ce que le jeu représentait au niveau valeur. Il fallait bien éduquer les commerçants, quels qu'ils soient. Malheureusement, ça n'a pas suffi, hein. Vous l'avez vu aujourd'hui, on est arrivé à un point où des jeux coûtent extrêmement cher, on ne sait pas forcément pourquoi. Il y a des boutiques, il n'y a pas plus tard que l'été dernier, ont voulu mettre des packs PS1 à 800 euros en vitrine, ou également des Shuttle NEC et puis d'autres 3DO ou des Atari ST à 500 euros sans forcément de raison. Leur seul argument, c'est si ça part, c'est qu'il y a un marché, c'est qu'il y a des acheteurs. Mais ces gens-là ont manipulé le marché pendant des années, faute d'argus et faute de connaisseurs au niveau des achats. Alors le rétro gaming faisant de plus en plus d'adeptes, voilà, toutes ne sont pas à considérer comme à éviter. Il y a des gens dans ce secteur qui font un travail remarquable
en rendant disponibles des jeux et du matériel que leurs fabricants ne croient plus bon de commercialiser, alors que pourtant beaucoup de joueurs les recherchent. En revanche, il faut signaler et condamner la recrudescence d'enseignes souvent établies dans la capitale parisienne, voilà, qui vendent du jeu rétro en attendant qu'un autre fonds de commerce soit plus rentable et profite de l'inexistence d'une cote crédible des jeux d'occasion pour les vendre à des prix exorbitants. Seulement justifié par le fait qu'un jour ou l'autre, c'est incroyable, il dit exactement ce que je dis, voilà. Par le fait qu'un jour ou l'autre, des joueurs, sur le coup d'une impulsion motivée par la passion et de longs mois de recherche infructueuse, seront prêts à payer. Plusieurs articles ont été publiés sur le web à propos. Alors, il y a un article là qui établit, voilà, vous avez vu, hein, c'est bien étonnant, c'est bien normal, je veux dire, il soit disparu, parce que c'était à l'époque, c'était sur les blogs. Voilà, un bilan catastrophique pour les boutiques parisiennes. Akumajo, habitué du forum de Gros Pixel, a également travaillé sur un comparatif qui porte sur les boutiques d'import, celles-ci étant souvent très fournies en jeux rétro. Alors je sais pas, on va regarder s'il marche. Voilà, la page est morte. Voilà, bon. La page est morte. Tant que chez ils vendront les jeux Game Boy à 14,50€, il ne faudra pas m'en vouloir si je passe du joueur consommateur au joueur pirate. Alors à l'époque, regardez, il y avait des screenshots de Secret of Mana qui étaient vendus sur Super Nintendo à 15,90€ en loose, quelque chose comme ça, et sur un autre site à 24€. Deux annonces retrouvées sur un site de vente aux enchères, elles concernent le même jeu. Le prix de départ exigé, voilà, par le vendeur est de 15,90€. Sur le deuxième, le mot rare est ajouté, à côté d'un titre qui a été commercialisé en nombre, hein, également. A noter que Secret of Mana Seiken Densetsu 2 est sorti 10 ans avant la publication de cette annonce et il n'est pas spécialement rare puisqu'il a été importé officiellement. Voilà. Un autre genre de profiteur existe qui n'arnaque personne mais fait son beurre sur le dos des rétro gamers sans partager un tant soit peu leur passion. On doit l'émergence de ce genre de profiteur au site web de vente aux enchères. C'est vrai que les youtubeurs que l'on a aujourd'hui sont les produits de ces sites de vente aux enchères. Ceux qui sont là pour vendre, pour dire mon poteau, mon frérot, etc. Tout ce qui découle en fait des dérives de la vente sont également dus en fait à ce début en fait de spéculation sur des produits qui ne sont pas rares à la base et qu'on décrit comme rares pour donner envie à des gens qui ne sont pas connaisseurs spécialement du produit. Il y a un côté pigeonnage dans les annonces, mais c'est dans tous les domaines un peu pareil, hein. Faire affaire avec un inconnu sur la vente d'un jeu ou d'un système de jeu rétro, puis aller le chercher chez la personne lorsque c'est possible, c'est parfois découvrir des caves entièrement remplies de matériel accumulé dans le seul but de le vendre un peu plus cher que son prix d'achat. Possédant parfois 7 ou 8 exemplaires du même matériel, on fait un petit coucou aux 25 Boulder Dash de l'autre là. Ce genre de personnes n'attache aucune valeur sentimentale aux objets qu'ils vendent. Bien que baignant dans le rétro gaming à longueur d'année, il ne s'agit en aucun cas de rétro gamers. Les collectionneurs leur doivent souvent une fière chandelle. Il y a le côté également bricoleur avec les personnes voilà, qui réparent les machines parfois vieilles de 15 ans et ne peuvent plus s'en servir à cause de faux contacts, de pannes bénignes, voilà, alimentation et autres manettes également de joystick, voilà. Alors c'est vrai que l'émulation, c'était un côté simple pour jouer à des jeux rapidement, sans trouver le joystick d'époque, la console, la connectique vidéo, etc. Une fois de plus, il faut admettre que les choses se passent essentiellement sur Internet. Il existe de très nombreux sites qui indiquent 1001 bidouilles permettant de réparer à peu de frais son matériel rétro. En général, ils sont consacrés à une machine ou une arnaque, une marque pas une arnaque. Il faut un peu fureter pour trouver la solution à tel ou tel problème.
notamment les émulateurs qui peuvent faire fonctionner les bonnes ROM également aussi. C'est vrai que dans les émulateurs, il y a des ROM qui marchent pas, des émulateurs qui marchent pas, etc. Euh, alors, voilà, des gens qui fabriquent également des bornes d'arcade, on peut voir. Il y a le côté développeur également qui commence à rentrer en compte. Alors, le rétro gamer développeur le plus célèbre au monde et qui fait figure d'exemple pour tous est Nicolas Salmoria qui initia le projet MAME à 23 ans. Comment cet homme est-il parvenu à ce que son idée soit suivie par des milliers d'autres développeurs au point que 7 ans après cet émulateur puisse faire fonctionner à la perfection près de 2000 jeux d'arcade différents? C'est tout le charme et le mystère du rétro gaming en tant que communauté. Alors à l'époque, regardez, hein, la personne qui avait créé donc cet émulateur était très jeune. Je pense que pour lui c'était un moyen de faire accéder à des personnes à des consoles qui n'étaient plus en activité, peut-être pour son simple plaisir, hein. Le rétro gaming et l'émulation, jouer à des jeux rétro sur émulateur ou sur la machine sur lesquels ils sont sortis n'est pas la même chose et peut même opposer les points de vue, c'est toujours le cas 21 ans, 22 ans plus tard. Il existe des rétro gamers qui ne veulent pas entendre parler d'émulation, considérant qu'elle représente une solution de facilité qui freine le joueur dans la quête de pièces de collection. Alors, de plus, l'émulation d'une machine et la circulation de ROM peuvent être préjudiciables à la carrière commerciale d'une machine lorsqu'elle lui est concomitante. Il convient donc de définir le domaine dans lequel l'émulation doit se situer pour être profitable au rétro gaming. Alors pendant longtemps, il y a eu une légende urbaine comme quoi, si tu possédais le jeu physique, tu avais le droit d'utiliser la ROM, ce qui est complètement faux. La ROM est considérée dans la loi comme comment dire, l'utilisation interdite de la propriété intellectuelle du créateur. Et il faut savoir que c'est pas parce qu'une société a disparu, qui a édité un jeu dans le passé, qu'on a le droit de l'utiliser. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas si voilà, Jaleco ou des compagnies comme de ce genre au Japon ont disparu, mais les nouveaux possesseurs et ayants droit de ces jeux qui étaient sortis à l'époque sont les créanciers, en fait, on va dire, et ces personnes-là qui possèdent les droits de ces titres-là ont tout à fait le droit de vous poursuivre hein, pour utilisation frauduleuse des créations voilà, dont ils possèdent les droits. Alors, ce qui me fait pratiquer l'émulation, c'est ma passion du jeu de combat, et encore plus, voilà, de vendre des ROM. Il y a des magasins à Paris qui vendaient des bornes, des bar top, et des bornes d'arcade du côté de Voltaire, début années 2005, 2008, 2010, et qui se sont fait poursuivre par des grandes compagnies comme Nintendo pour utilisation des ROM de leurs jeux interdites. À la revente surtout. C'est un peu ça le problème. C'est-à-dire que à partir du moment où tu revends un produit et que tu refais du commerce sur le dos des possesseurs et des ayants droit, en effet, voilà, il faut maîtriser en fait ce que tu fais hein, dans le commerce. Euh, alors, pour la suite, je crois que mon cas est classique, pas assez fortuné pour se mettre à la Neo Geo et pas une bonne salle d'arcade à se mettre sous la dent. Par ailleurs, la Play n'accueillait pas toutes les conversions possibles de ces jeux. C'est pour ça qu'il était passé à l'émulateur. Hein. L'émulation me permet de combler ce vide. On parle beaucoup, en 2003, de l'émulation pour le rétro gaming. Sur un site web à vocation commerciale sponsorisé par les éditeurs, il est d'usage de ne pas parler d'émulation. Le sujet est tabou. Autocensure. Alors, car pour beaucoup, l'émulation est, à défaut de tout autre statut reconnu par la loi, du piratage dans la mesure où elle permet de jouer à des jeux commerciaux sans passer à la caisse. La notion d'abandonware, qui, tant défendue par les rétro gamers, n'est mentionnée sur aucun rapport légal.
support légal. C'est exactement voilà ce que je viens de vous dire, c'est que l'abandonware, qui est dans les termes voilà des softs et des contenus abandonnés, n'existe pas dans la loi. Il y a toujours un repreneur, il y a toujours un héritier, il y a toujours un détenteur des droits. Et à partir du moment où vous refaites du commerce derrière en revendant un produit, c'est du marché noir passible de poursuite pénale. Voilà. Comme par exemple le fait de proposer en téléchargement sur leur site, il y a des sites de téléchargement qui ont été fermés, il y en a des tonnes et des tonnes, il n'en reste plus beaucoup, il n'en reste que 2 ou 3 je crois. L'écart entre les collections de ROM qu'on trouve sur les disques durs et la liste de jeux dont leur éditeur a renoncé aux droits est notable, et même désespérant à vrai dire, car s'il devait se cantonner à ces derniers titres, le rétro gamer vivrait dans une totale frustration. Je crois qu'il y a certains jeux Atari 2600 ou Vidéopack dont les droits voilà, sont dans la nature, mais en général, voilà. L'émulation n'est pas farouchement combattue, il faut le dire, car elle n'entraîne pas un gros manque à gagner, contrairement à la circulation de MP3 sur le net. C'est vrai que le MP3, les téléchargements gratuits sur les sites à l'époque comme Casa, euh, Donkey Torrent, il y avait Emule, etc. D'ailleurs, il y a une photo là de Mule. Tous ces sites-là, c'est marrant parce que je sais pas ils ont voulu faire un jeu de mots avec Mule et Emule avec la photo là. Mais il y avait beaucoup de marché noir déjà sur le format musical. La loi Adopi est rentrée en compte pour le cinéma et la musique, pas pour le rétro gaming. Hein. Le rétro gaming, la loi Adopi, elle en avait rien à foutre, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. L'émulation, c'est surtout jouer sans se soucier de la fiabilité du matériel vieillissant. Ouais, tout à fait. Bah, c'est un bon côté, hein. C'est un très bon côté. Hein. Après, le respect tu sais, du gameplay par rapport au framerate, aux animations, aux glitch, malheureusement, t'as pas les sensations d'origine. Quand tu joues à la Nintendo 64 ou parfois à des jeux arcade sur un émulateur, ça va un peu trop vite, ça bug, etc. Il y a des glitches, etc. C'est pas extrêmement parfait, on va dire. Euh, alors, il y a également assimilé à l'illégalité l'émulation se voit souvent banni par les fournisseurs d'hébergement sur le net, ce qui menace grandement le processus d'échange. C'est vrai que l'échange se faisait plus par les torrents à l'époque, hein, au niveau MAME et ROM, les packs pour rejouer à des jeux Amiga, Atari ST, Neo Geo, on téléchargeait des packs sur Emule, on faisait ça. Voilà. Le plus triste est que cette tendance revival, si elle devient un jour vraiment rentable, ne le sera que le temps d'une mode. Contrecarrée par cette mort programmée, la communauté rétro gaming s'active. À l'époque, on pensait déjà à la mort programmée des consoles et des cartouches, et on favorisait l'émulation. Aujourd'hui, on est beaucoup plus attiré par ce que l'objet représente que par la fonctionnalité du produit et également le gameplay du jeu. On est rentré en fait, je pense, aujourd'hui dans un système où le rétro gaming est plus basé sur la possession de l'objet que plus l'expérience de jeu. Alors Tweeple, il avait dit, je ne suis pas un de ces voraces qui essaient de s'approprier tous les jeux qu'ils peuvent à moindre coût. Je n'aime pas trop posséder un jeu en CD-ROM. Ça n'est arrivé que 2 fois pour Tobal 2 et Bomberman World sur PlayStation. Tous deux des jeux d'import que tu n'avais pas, voilà. Mais le domaine où je suis contre le piratage, c'est celui de l'émulation. Ceux qui font circuler des dumps trop récents comme KOF 2002 portent préjudice à tous ceux qui veulent faire vivre l'émulation dans une certaine éthique. Que l'on tue par exemple l'industrie du disque en gravant des CD, ça ne me choque pas, tant pis pour ces rapaces des maisons de disques. Personne ne viendra pleurer sur leur tombe. Mais que l'on s'aborde le domaine de l'émulation... Lui, ça le dérange pas qu'on pirate Britney Spears ou Taylor Swift, mais laissez tranquille King of Fighter. Bon, il a un discours de fan de jeux vidéo, on a bien compris.
Il faut tout de même admettre que les accusations dont on fait l'objet l'émulation ne sont pas toujours mensongères. Rien ne freine les développeurs dans leur volonté de relever tous les défis possibles, et lorsqu'une nouvelle console apparaît, des projets d'émulateurs foisonnent. D'ailleurs, la Dreamcast, la Dreamcast a émulé la PS1, hein, avec Blimcast, si vous vous souvenez. La Dreamcast a émulé la Neo Geo de façon pirate, mais elle l'a faite. La Xbox, première du nom de Microsoft, a émulé toutes les consoles sorties avant, même les bornes d'arcade avec MAME, hein. On était en 2003, les gars, hein. Donc, bon, c'est très très précoce, hein, l'émulation pirate sur les machines actuelles d'époque. Parfois, il faut laisser 1 an, voire 2 ans, et ça y est, l'émulation est en marche. Alors, la Nintendo 64, à cause du corps en fait de la 64 et de la programmation interne, on a eu énormément de mal à programmer au niveau émulation. La Nintendo 64, même aujourd'hui, c'est une catastrophe. Mais toutes les autres consoles, voilà, dans des langages communs, ont été émulées. PS2, également par la suite. Les jeux occupent peu d'espace. C'est ça également le frein à l'émulation à l'époque, c'est l'espace. Parce que les jeux PS2 et PS1 étaient très très gourmands et tu ne pouvais pas rentrer sur le disque dur également d'une Xbox ou il te fallait un PC avec le jeu gravé que tu allais insérer pour être lu. Voilà. Dans le lecteur CD du PC. Alors, conclusion provisoire, ce dossier n'aborde pas certains cas particuliers comme l'utilisation des jeux rétro sur des supports portables comme le Pocket PC, le téléphone mobile, les consoles portables orientées vers le développement parallèle comme GP32, les détails précis de la polémique autour de l'abandonware, etc. Ces sujets complexes méritent un article spécialisé. On a donc avec le rétro gaming un phénomène parti du chaos le plus total, dans l'anarchie avec les prix, les brocantes, les gens qui ne savaient pas ce que ça valait parce que c'était nouveau. On pouvait acheter des lots pour rien du tout. Par contre, voilà, les commerçants avaient déjà vu le filon à prendre pour revendre beaucoup plus cher en magasin les mêmes produits. Donnant du même coup une consistance historique aux jeux vidéo, la fréquentation assidue du milieu rétro gaming montre que les défauts dont on taxe le plus souvent ses adeptes, à savoir la psychorigidité et la gourmandise de jeux gratuits, n'y sont aucunement généralisés. Voilà, en juin 2003, on est essentiellement dans l'accumulation de jeux en ROM format digit au niveau de la collection rétro gaming. C'est pour ça que je vous avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps autour du premier étagèrement démocratisé et généralisé avec la mise en valeur dans les émissions comme Game One, également sur Canal Jimmy, MCM, tout ça, où vous aviez des personnages comme Marcus et d'autres qui interviewaient et montraient chez Game One des collections d'anciens vendeurs ou de vendeurs en activité qui montraient leur collection personnelle parce qu'ils avaient pu acquérir à travers les rachats du magasin des pièces vraiment très intéressantes qu'ils considéraient comme historiques. Mais ces gens-là étaient déjà passionnés de jeux vidéo. C'est là la différence avec les gens qui ont voulu faire de l'argent derrière tout de suite en prenant des produits dont ils n'étaient pas forcément passionnés pour revendre au niveau d'un commerce. Des gens se fabriquaient une collection personnelle sans les montrer. Et le côté gratuit des ROM facilitait l'approche du rétro gaming, même si il n'y avait pas tout ce côté mise en valeur de la gaming room, voilà. Alors évidemment, on observe parfois des comportements marqués par un certain manque de discernement, et les citations qui émaillent cet article, compte rendu résumé mais fidèle de la discussion entre gros pixeliens qui en a précédé à la rédaction, peuvent mettre en évidence certaines
Position excessivement tranchée, néanmoins, aucun des rétro gamers que vous rencontrerez ne se montrera blasé et sans passion. Il ne demande qu'à s'enflammer la plupart du temps de façon positive. Et c'est en général une communauté ouverte dans laquelle tout le nouvel arrivant se sent le bienvenu. Eh bien, le côté sain, le côté communauté participative a bien évolué. Et aujourd'hui, bah, vous avez, je pense, voilà, tout l'opposé de ce qui était présenté à l'époque, où on est parti dans le pognon, dans la démocratisation des chaînes qui font la promo de certains jeux pour les revendre également sur des pages eBay, etc., etc. Et puis on a des clans qui ont divisé le monde du rétro gaming avec le clan des personnes qui se sont appropriées des gros systèmes. Moi je possède la Neo Geo, donc je suis beaucoup plus legit que toi qui parle de PS2 ou de DS. On a ces clans qui se sont formés. On a des gens également qui se sont appropriés des dates au niveau de la collection sans forcément pouvoir les vérifier, ou des gens vous disent « Oh, moi je collectionne depuis 95, depuis 96, je suis tout à fait legit, alors que toi, tu as commencé le rétro en 2015, donc t'y connais rien. » Alors que la personne qui a commencé en 2015 peut avoir joué à toutes les consoles et tous les jeux depuis des années, et n'a pas forcément voulu acheter et collectionner à la même période que ces personnes-là. Parce que, comme on l'a dit et répété, c'est pas parce que tu n'as pas participé à l'achat de brocante en 95 ou 2003 de vieilleries sur des étalages que tu es forcément quelqu'un de plus connaisseur. D'où la phrase bah t'étais où en 2003, t'étais où, tu faisais quoi en 95 quand la Neo Geo coûtait pas cher? Bah en 95, bah qu'est-ce que je faisais moi? Bah écoute, j'avais des activités de la vie normale d'un adolescent ou d'une personne qui était en début de vie active. Je travaillais, je sortais, j'allais au cinéma, j'allais à des concerts, je sortais avec des amis, j'allais au foot. Je n'étais pas en train d'essayer de récupérer une Neo Geo pour m'approprier en fait une légitimité 25 ans plus tard sur des réseaux sociaux. Voilà. On a vécu chacun à notre différence le jeu vidéo avec des expériences complètement parfois clivantes dans ce milieu-là. Aujourd'hui, on se retrouve j'allais dire en 2040, mais je pense qu'en 2040, ça sera pareil, avec encore plus de machines qui marcheront plus. Mais on se retrouve en 2024 aujourd'hui avec des gens bah, qui sont plus dans le moi-jeu, et surtout le moi-jeu, je suis supérieur à toi parce que j'ai eu ci, j'ai eu ça avant toi. On n'est pas dans le partage, on est dans la revente, principalement dans la revente. On n'est plus dans le côté envie, de donner envie à des nouveaux, à des jeunes, de s'intéresser au rétro gaming. Les gens qui sont établis pour faire, on va dire, une collection dans le temps à travers les réseaux sociaux, ce sont plus souvent des gens qui à un moment donné se rendent compte qu'ils ont acheté beaucoup trop de choses, et beaucoup trop de choses qui va les rendre malheureux parce que financièrement ils se sont privés d'autres choses dans la vie, et à un moment bah, certains vont vouloir revendre. Et ce schéma classique, vous le retrouvez très très souvent chez des collectionneurs qui ont commencé le rétro gaming à travers YouTube et les réseaux sociaux sans avoir forcément vécu l'époque. Ils ont voulu montrer aux autres qu'ils étaient beaucoup plus légitimes pour parler d'un produit parce qu'ils possédaient des choses. Et le jour où voilà où ces gens se réveillent, bah, parfois c'est un peu trop tard. Et ces gens vont vouloir pas forcément disparaître du monde du rétro gaming en effaçant leur collection, mais le fait de garder leur collection, ça leur rappellera tous les mauvais côtés et toutes les dérives auxquelles ils ont adhéré à travers les médias et les réseaux sociaux. Et ces gens-là voudront, je pense, complètement changer de vie et rattraper ce qu'ils n'ont pas pu vivre à cause financièrement de ce qu'ils ont investi dans ces jeux anciens
pour montrer que bah, ils connaissaient le jeu vidéo et que en effet ils avaient une grande collection et ceci et cela et participaient à des conventions. Ça, je veux dire, ces gens-là à un moment donné ont voulu s'acheter pas forcément une légitimité, mais ces gens-là ont voulu s'acheter, on va dire, une histoire, un historique, un vécu, et ils ont adhéré à toutes ces dérives qui leur a fait un peu perdre la tête à cause des médias, à cause des réseaux sociaux, des rencontres abonnés, etc. On a même des très très grands youtubeurs français rétro gaming qui sont arrivés à un point de revendre une grande partie de leur collection parce qu'ils se sont rendus compte que bah, ils sont allés trop loin dans les achats et ils n'avaient pas besoin forcément de tout ça. Le côté positif que j'ai à vous dire voilà, par rapport à l'évolution du rétro, il y a 20 ans et celui d'aujourd'hui, c'est que positivement, à l'époque, tu pouvais parler sainement de jeux vidéo sans forcément t'attirer les foudres de certaines communautés qui existent sur les réseaux sociaux, les forums, YouTube, etc. En essayant voilà, de te dénigrer par rapport à ton âge ou également ta collection. À l'époque, le fait que l'émulation rendait gratuit et que le rétro gaming était basé essentiellement sur l'émulation et pas sur la possession, tu pouvais discuter facilement de jeux vidéo avec des personnes et découvrir en fait des jeux plus facilement. Aujourd'hui, beaucoup de gens en fait ont du mal à parler d'un jeu si en effet ils ne l'ont pas dans leur collection, et même parfois des gens qui ont des jeux dans leur collection n'arrivent même pas à parler de leur jeu parce qu'ils n'ont vu que le prix qu'englobait en fait la possession de ce produit-là par rapport au rétro gaming d'aujourd'hui. C'est malheureusement les gens ne s'intéressent pas à l'essence même du gameplay parce que il y a trop de différences entre les classes sociales pour s'approprier le jeu vidéo aujourd'hui. Des gens n'ont pas forcément l'argent et des gens se freinent par rapport à l'émulation alors qu'à la base, bah écoutez, si sincèrement tu avais envie de jouer à un jeu, pourquoi ne pas rester que sur l'émulateur? Aujourd'hui, bah, si tu fais que de l'émulateur, tout de suite on te montre du doigt parce que tu n'as pas de collection. Alors que à la base, à l'époque, en 2003, il y a 20 ans, on aimait aller flâner dans les magasins, voir un jeu qui coûtait pas forcément cher, l'acheter, avoir une console rétro chez soi, et puis passer son temps sur émulateur à découvrir des titres. Aujourd'hui, voilà, la physionomie du rétro gamer est complètement différente. Si tu ne possèdes pas, si tu ne collectionnes pas, si tu n'as pas de PLV, si tu ne vas pas dans les conventions, bah tu n'es pas légitime de parler de tel ou tel sujet. C'est un peu ça qui ressort malheureusement du monde du rétro aujourd'hui. On se vante beaucoup d'avoir des collections avec 5000, 50 000 euros de collection également au niveau de la valeur, d'avoir une gaming room qui fait 40 mètres carrés, alors qu'avoir 40 mètres carrés à l'époque, c'était d'un ridicule. On te montrait du doigt en te disant, mais tu ne vis pas l'époque que tu dois vivre aujourd'hui, tu es dans le passé. Avoir 40 mètres de gaming room, 40 mètres carrés de gaming room en 2003, c'était complètement absurde. Ça n'avait pas lieu d'exister parce que au niveau des réseaux sociaux, c'était pas mis en valeur. Aujourd'hui, tu peux avoir une grande communauté grâce à ta gaming room et tes 50 000 jeux. Ce qui n'avait pas de lieu d'être et ni de valeur il y a 20 ans. Moi, ce que je regrette principalement en 2003, c'était le côté naïf où tu pouvais flâner dans un magasin et on te mettait pas en première ligne un jeu extrêmement cher pour te le faire acheter ou te dire que c'était un jeu exceptionnel et parce qu'il coûte cher. La Neo Geo à l'époque, elle était à la même valeur que des jeux PS1 qui étaient là en occasion depuis 1 an et demi ou 2 ans. Vous aviez des jeux Neo Geo à 150 francs, 200 francs. Certains jeux PS2 coûtaient largement plus cher. On ne mettait pas des consoles type Neo Geo
ou X68000 ou PC Engine au-dessus de la qualité d'un gameplay d'un autre parce qu'il coûtait cher. C'était très intéressant de pouvoir discuter sainement avec des gens sans parler de prix. Ce qui a beaucoup changé aujourd'hui malheureusement et qui risque pas de s'améliorer, il faut le dire, voilà. Bah écoutez les gars, sur ces belles paroles, je vous dis bonne soirée. Et puis pour ceux qui ont réécouté en rediff l'émission, bah j'espère que l'article de Gros Pixel, le site Feu 2003, qui était sorti en juin 2003, bah vous a un peu éclairé sur la mentalité des gens à l'époque. Voilà, pour ceux qui ont pas suivi dernièrement l'actualité, voilà, je vous ai mis un lien dans l'onglet communauté où j'avais été invité sur la chaîne de la séance de minuit. On a parlé rétro et on a parlé enfance par rapport au début du jeu vidéo, ce qu'on avait apprécié. Et puis je pense que vous pouvez retrouver dans cette interview discussion que j'ai fait avec Damien, qui a une très grosse chaîne et je le remercie vraiment de m'avoir invité et qu'on ait pu discuter voilà, tout simplement et avec plaisir voilà, de notre passion du jeu vidéo dans des conditions voilà, qui rappellent celles d'une discussion qu'on peut avoir entre potes. Voilà. Allez, bonsoir à tous et puis passez une bonne fin de semaine. Ciao.